Notre héros, Dan Wozung, conquiert le monde des arts martiaux, également connu sous le nom de Zanu, et gagne le titre de roi du poing parce qu'il utilise uniquement son poing pendant les combats. Inégalé par tous, un jour, il est pris en embuscade par une bande de voyous de la faction démoniaque. Il en tue beaucoup sauf deux. Ces deux-là sont assez forts et n'hésitent pas à tuer leurs propres camarades pour atteindre leurs objectifs. Leur cruauté et le symbole sur leur arme révèlent leur identité à Wusung. Wusung se précipite vers l'un d'eux en affirmant qu'il va l'achever en 10 coups. Mais chaque coup manque ses points vitaux parce qu'il est retenu par le compagnon de son adversaire avec de fins fils sur tout le corps. Quand il frappe 9 fois, le marionnettiste resserre son fil sur Wusung, le maintenant en place pendant que l'autre adversaire lui perce le corps avec son épée. Avant même de rendre son dernier souffle, il est capable de frapper son ennemi la 10e fois à la mâchoire. Sur ce, sa vie se termine en tant que Dan Wuzong, qui souhaite frapper son ennemi une fois de plus avant sa mort. Il se réveille dans la maison sur de Zhuwa en tant que Li Jinyeong, qui est le fils aîné du groupe de marchands Yuna. Quand il se réveille, il vérifie s'il a des blessures et est surpris de n'en trouver aucune. Mais quand il jette un coup d'œil à son nouveau visage dans le miroir, il pense d'abord que quelqu'un vient de mettre un masque sur son visage. Puis il rejette cette idée après quelques inspections. Après que les servantes soient parties appeler un médecin, il décide de s'informer sur sa nouvelle situation et fouille autour de lui. En se déplaçant, il se rend compte que ce corps est assez fragile, car même se déplacer est une tâche difficile. Finalement, il trouve un journal intitulé Groupe de marchands Yun, qui est un grand et célèbre groupe de marchands dans la montagne Jua. Après avoir consulté le journal, il se rend compte qu'il est dans le corps de Li Jinyan, qui semble être un sacré vaurien à en juger par les lettres mentionnant les femmes et le jeu. Après quelques inspections, il conclut à la possibilité qu'il se soit réincarné en Li Jinyan. À ce moment-là, son médecin, Gong Sun, entre avec le sourire d'un renard rusé et essaie subtilement de prendre son pouls. Retirant sa main, il lui assure qu'il va bien. Puis le serpent de médecin lui offre une soupe de dragon et de phénix, affirmant que c'est un tonique. Mais en réalité, cette soupe est un poison pour quelqu'un de malade comme Jinyan. Au lieu de lui répondre, Jinyan veut subtilement savoir combien d'années se sont écoulées depuis sa mort en tant que Dan Wozung et conclut que cela ne fait que peu de temps. Cela signifie que ses ennemis sont toujours en vie. En pensant à son médecin actuel et à ses anciens ennemis, il est déterminé à tous les tuer maintenant qu'il a une autre chance dans la vie. Les jours ont passé depuis que Dan Wozung s'est réincarné en Li Jinyan. Ce matin-là, ses servantes préparent son petit déjeuner avec beaucoup d'enthousiasme, sachant qu'il va enfin manger un repas convenable à partir d'aujourd'hui. Jusqu'à présent, il a suivi un régime strict de porridge pour sa santé. Une servante exhorte les autres à se dépêcher car Jinyan pourrait revenir de sa promenade à tout moment. Sa phrase est interrompue lorsque la porte s'ouvre et que Jinyan entre. Il vérifie le petit déjeuner et leur dit de faire simple à partir de maintenant, comme ça. Alors qu'il se dirige vers sa chambre, une servante remarque son physique amélioré et commande sa meilleure santé, les autres étant rapidement d'accord. Après un certain temps, Jinyan commence son petit déjeuner lorsque le serpent rusé Gongsun Meng arrive pour gâcher son humeur. Jinyan l'autorise grandement à entrer, et Gongsun sent immédiatement l'impolitesse, mais affiche toujours un large sourire en le saluant. Jinyan, quant à lui, le regarde avec scepticisme, sachant que cet homme a toujours un objectif caché quand il rend. Un sourire se dessine sur les lèvres de Jinyan alors qu'il prévoit de lui faire avouer son crime. Pour cela, il demande nonchalamment à Gongsun la raison de sa présence. Sur ce, Gongsun se lance dans son mélodrame habituel, affirmant qu'il ne supporte pas la solitude, alors il vient voir Jinyan. Puis il commande subtilement que le teint de Jinyan est différent, sapant toute la guérison physique de Jinyan en une seule remarque. Cela attire l'attention de Jinyan, et il lance que l'effort de Gongsun doit signifier essayer de l'attirer à boire de la soupe de dragon et de phénix. Gongsun ne s'attend pas à ce qu'il sache quoi que ce soit sur la soupe, alors il explique précipitamment que la soupe de dragon et de phénix est simplement un tonique nourrissant. Jinyan remarque nonchalamment que c'est toxique. Gongsun lui rappelle qu'il est son médecin. Réalisant qu'il est sur le point d'être pris, Gongsun fait immédiatement un geste dramatique déclarant que puisque Jinyan n'a clairement pas besoin de lui, il ferait mieux de partir. Avant même qu'il puisse faire un pas, la voix de Jinyan l'arrête. D'un ton sombre, Jinyan demande si Gongsun est le maître ici puisqu'il semble entrer et sortir de sa chambre sur un coup de tête. Voyant son expression, Jinyan rit en clarifiant qu'il plaisante, et Gongsun joue nerveusement le jeu. Puis Jinyan lui ordonne d'apporter des outils d'écriture, disant qu'il souhaite écrire une lettre. Quand Gongsun obtempère, Jinyan lui dit de l'écrire à la place. Il dicte que Gongsun doit vivre dans cette villa à cause d'une maladie grave. Il souffre. Ses prochains mots prennent Gongsun au dépourvu lorsqu'il ajoute que sa vie est trop longue, donc Gongsun a besoin des conseils de son maître sur sa prochaine ligne de conduite. Voyant son expression, Jinyan demande pourquoi il a arrêté d'écrire. Il essaie de rire des mots de Jinyan et lui demande de développer. Mais avant qu'il puisse terminer sa phrase, Jinyan lui lance une baguette. Elle lui égratigne légèrement le cou et perce le mur derrière lui. Maintenant vraiment alarmé, Gongsun vérifie sa blessure. L'expression de Jinyan devient sérieuse alors qu'il déclare clairement qu'il n'est plus le Li Jinyan que Gongsun connaît. Gongsun essaie toujours de feindre l'ignorance,
mais Gignan décide qu'il est temps d'affronter le serpent. Il explique sans détour que la soupe de dragon et de phénix n'est un tonique que pour les personnes en bonne santé, mais le corps de Gignan est bien trop fragile pour l'absorber comme un tonique, ce qui la rend toxique pour quelqu'un de malade comme lui. Et pourtant, Gonsin, bien qu'étant médecin, ne le sait apparemment pas. Il a fait boire la soupe à Gignan la veille, et le lendemain matin, il vérifiait clairement le pouls de Gignan pour en voir les effets. Non seulement cela, lorsque Gignan lui a dit de laisser la soupe sur le comptoir, son expression a révélé une intention de tuer indubitable. Gignan déclare qu'il sait que quelqu'un comme Gongsun ne peut pas agir seul, alors il lui dit d'écrire le nom de son maître sur la lettre. Gongsun essaie d'abord une approche dramatique, demandant comment Gignan pouvait soupçonner quelqu'un d'aussi gentil que lui. Puis il prend un profond soupir théâtral seulement pour laisser tomber l'acte dans l'instant suivant et révéler ses vraies couleurs, ricanant qu'il ne savait pas qu'un vaurien comme Gignan avait un cerveau pour comprendre les choses. Gignan comprend qu'il n'y a plus de prétention. Gonsin répond froidement que sa véritable intention est de le tuer en silence. Maintenant, en jetant un coup d'œil aux serviteurs, Gonsin décide que leur sang doit également être versé pour couvrir l'assassinat de Gignan. Mais avant qu'il puisse préparer son aiguille empoisonnée, Gignan apparaît derrière lui, et d'une seule attaque rapide, Gonsin est assommé. Reprenant nonchalamment son repas, Gignan commente que Gonsin ne devrait vraiment pas se laisser distraire pendant leur conversation. Tout en regardant ses mains meurtries de sa précédente frappe sur Gonsin, il se sent frustré par son corps fragile. Tout ce dont il a besoin, c'est de retrouver la force qu'il avait autrefois dans sa vie passée. Il sait qu'une fois qu'il y parviendra, il sera imparable, assez pour affronter tout le groupe de marchands Yuna s'ils sont vraiment derrière sa tentative d'assassinat. Pour cela, il doit retourner dans le groupe pour enquêter plus avant sur Gongsun un jour. L'instant suivant, il trébuche et s'assoit alors qu'un soudain mal de tête le frappe. Il se souvient de Gongsun, puis les souvenirs de ce corps, le corps de Li Jignon, se précipitent en lui tous en même temps. Après que l'onde de choc se soit calmée, une larme coule de son œil alors qu'il apprend la véritable histoire de Gignon. Il était sans talent et moyen, contrairement à ses deuxième et troisième frères qui étaient intelligents et forts. Pour surmonter son état ordinaire, il a fait ce qu'aucune personne saine d'esprit ne ferait. Il a commencé à dépenser de l'argent pour des plaisirs, ce qui a détérioré sa santé au point où, au moment où il a réalisé son erreur, il n'y avait plus de retour en arrière. Sous prétexte de l'aider à se rétablir, il a été envoyé dans cette villa, qui n'était rien de plus qu'un lieu d'exil. Mais son clan se souciait peu de voir leur fils aîné sans talent vivre ses jours ici. Vivant maintenant dans le corps de Gignon, Wu Sung est déterminé à reprendre son entraînement aux arts martiaux, ce qu'il avait retardé parce qu'il lui manquait les souvenirs de Gignon. Il se sent frustré contre le véritable propriétaire de ce corps qui a gaspillé un corps aussi parfait dans la gourmandise. Il décide d'utiliser ses connaissances de sa vie passée pour rendre ce corps utile en acquérant des élixirs rares. Quand il entre dans la villa, ses yeux sont attirés par l'argent qu'il a, et il se sent soulagé de savoir qu'il n'a pas de problème financier. Cela signifie qu'il peut facilement acheter les élixirs dont il a besoin. Puis son regard se pose sur Gongsun, maintenant rien de plus qu'un cadavre grâce à sa puissante frappe précédente. Il décide d'enterrer le corps. À partir de ce jour, une année passe dans ce qui ressemble à un seul souffle. Un jour, Makin Seop, un membre de l'escouade de garde du groupe de marchands Yuna, arrive pour livrer une lettre à Gignon. Il demande à une servante où se trouve Gignon, et elle lui indique l'endroit où Gignon médite. Dès que Mac voit sa forme construite, ses yeux s'écarquillent d'incrédulité parce qu'il n'arrive pas à croire qu'il regarde vraiment Gignon. Pendant cette année, notre homme déterminé à utiliser chaque instant pour renforcer son corps. Son noyau d'énergie s'est maintenant manifesté, et il a réengravé en lui tous les arts martiaux essentiels à la survie, tels que l'art de la mobilité éclairée, l'art du corps éclairé et les pas rapides. Au-delà de cela, il a également appris l'art de la foudre blanche en 10 phases, qui lui permet de contrôler l'élément de la foudre. Grâce à tout cet entraînement, il a réussi à atteindre la 4e phase des arts martiaux. Mais pour quelqu'un comme lui, ce n'est toujours pas suffisant. À ce moment, son entraînement est interrompu par la voix de Mac, le saluant et se présentant nerveusement. Mac explique qu'il a apporté une lettre du clan principal. Avec une grâce calme, Gignon lui demande de la lui remettre. Pendant ce temps, Mac a du mal à en croire ses yeux. C'est le même homme frêle et toussant qu'il a vu l'année dernière, et pourtant maintenant, il se tient grand et fort. Ses pensées sont interrompues par la voix de Gignon, empreinte de sarcasme, lui rappelant qu'il attend toujours la lettre. Sortant de ses jours, Gignon et Mac s'installent pendant qu'il lit la lettre. Elle l'informe de la mauvaise santé de son père, qu'il a laissé alité, bien qu'aucune raison ne soit donnée. En entendant cela, Mac exprime ses soupçons sur le clan Ouyang. Ce clan n'est qu'un groupe de vautours qui exige des frais exorbitants du groupe de marchands Yuna sous prétexte de fournir une protection. Au fil du temps, les paiements ont augmenté au point qu'ils ne peuvent plus être payés à la légère. Il demande si le clan Ouyang a fait quelque chose de significatif pour mériter une telle augmentation de salaire. Cela met vraiment Mac en colère, qui exprime sa frustration envers le groupe en disant qu'ils n'ont rien fait pour le mériter. Il se souvient de l'incident où l'Unigroupe a affronté la petite secte de la déité, qui a tenté d'imposer une grosse somme d'impôts sur leur commerce. À ce moment-là,
le clan Ouyang a dit avec désinvolture au groupe qu'il n'avait rien à voir avec eux, sauf lorsqu'ils devaient se rencontrer pour une discussion sérieuse. Mok ajoute que même le capitaine de la garde ne peut pas agir parce que Ouyangu est associé au groupe. Cela attire l'attention de Jinion car il connaît ce nom de séjour à Jianghu, Ouyangu, un homme assez célèbre là-bas. Jinion voit maintenant clairement l'image. Ouyangu est quelqu'un de fort, profitant de son pouvoir pour harceler le groupe de marchands Yuna, qu'il considère comme trop faible pour être important. À ce moment-là, il décide que le problème se terminera soit par la mort, soit qu'il donnera personnellement une leçon à Ouyangu. Mak est surpris, mais il continue en mentionnant une autre affaire qui a laissé le père de Jinion alité. Il s'avère que ses jeunes frères ont été assez stupides pour commencer un duel à l'épée devant tout le groupe de marchands Yuna. Il a du mal à croire leur stupidité, réalisant que cela a tellement mis leur père en colère qu'il est tombé malade à cause du stress. Mok essaie de le consoler, en disant que l'affaire n'a rien à voir avec lui, mais il le coupe et se lève parce qu'il ne peut plus jouer un rôle passif. Mok est surpris par sa soudaine détermination. Notre garçon dit alors sérieusement à Mok de garder la lettre parce qu'il verra la situation par lui-même. Lorsque Mok retourne dans son escouade, la première chose qu'il fait est de relayer la nouvelle à ses camarades sur la façon dont quelqu'un comme Li Jinian est devenu un artiste martial. Dès que ses compagnons entendent cela, ils commencent à rire. Chacun a son propre avis sur la question. Certains disent qu'il doit être bon au lit, tandis que d'autres commentent que si quelqu'un comme Jinian peut devenir un artiste martial, alors ils doivent être des artistes martiaux légendaires eux-mêmes. Un de ses compagnons lui dit de faire une blague crédible. Par exemple, comment le vice-capitaine a enfin trouvé un amant. Le dit vice-capitaine, Anyop, surprend leur conversation et s'intéresse à savoir si Jinian a vraiment retrouvé la santé après avoir frappé l'homme qui a essayé de le déplacer. Alors Anyap déclare fermement que Jinian est un artiste martial depuis l'enfance, grâce au corps doué qu'il possède. Maintenant, Anne demande le moment du retour de Jinian. Mak montre son incertitude à ce sujet car il a seulement mentionné qu'il revenait. À ce moment précis, ils entendent l'annonce concernant l'arrivée de Jinian, et ils comprennent que c'est maintenant. Alors Anne demande à ses subordonnés d'aller saluer leur jeune maître. Ils ne sont pas contents d'entendre cela, alors il leur rappelle sévèrement qu'il est leur maître quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Wozung, voyant pour la première fois l'opulence du palais du groupe de marchands Yuna, est vraiment surpris de sa richesse. Dans sa vie passée, il n'avait entendu que des histoires sur ce groupe. Mais maintenant, en le voyant de près, il réalise que Jinian n'est pas seulement aisé. Il est sacrément riche. Il dit à ses servantes de se reposer car il va rendre visite à son père. Alors qu'il avance, il est surpris par le silence car personne ne se soucie de le saluer. Son souhait est bientôt exaucé lorsqu'un grand nombre de gardes le saluent avec leurs épées. Alors Anne le salue, commentant à quel point Jinian a l'air presque méconnaissable. Il exprime également sa joie de le voir en bonne santé. Les subordonnés de Anne supposent qu'il flatte simplement Jinian, croyant que Anne n'a pas de fierté car dans le passé, leur maître l'insultait toujours pour sa considération. À ce moment-là, ils se préparent également à une insulte grossière, mais ils sont vraiment surpris lorsque Jinian les salue en commentant à quel point c'est un bon accueil pour quelqu'un de gênant comme lui. Voyant leurs expressions choquées, Mak insiste sur le fait qu'il a déjà dit à tout le monde que Jinian a vraiment changé. Remarquant cela, Anne, qui escorte notre garçon dans la chambre de son père, a une expression douce sur son visage, et Jinian commence enfin à sentir qu'il est leur allié au lieu d'une figure hostile. Quand ils entrent, Anne informe qu'il a déjà parlé de son arrivée à son père, ce pourquoi il le remercie. Leur conversation est interrompue par la main de son plus jeune frère, Jaeon, qui le salue avec un commentaire moqueur tout en le traitant de pervers. En le voyant ainsi, Jaeon remarque qu'il a l'air d'une personne complètement différente. Lorsque Jaeon a l'audace de le regarder, Jaeon serre son poing sur son épaule. Anne, qui a été témoin de Jaeon se faire battre par son plus jeune frère dans le passé, ne veut pas qu'il subisse le même traitement lors de son premier jour de retour. Il retire doucement la main de Jian de l'épaule de Jaeon tout en commentant que les deux frères devraient être heureux de se revoir après si longtemps. Mais à son choc, Jian gifle pour l'avoir touché sans permission. Jian n'aime pas son mauvais comportement envers lui et l'avertit tout en lui demandant s'il le regarde de haut. L'instant d'après, il déclare qu'il est prêt à lui donner une leçon. Avant qu'il ne puisse agir, notre gars le gifle assez fort pour le faire tomber au sol. Jian est complètement déconcerté. L'instant d'après, Jian serre le poing sur l'épaule de Jian, lui faisant sentir sa force tout en exprimant qu'il était très excité en venant ici. Jian hurle de douleur, bafouillant des jurons à son frère tout en le traitant de fou. En entendant cela, notre gars dit avec un visage impassible qu'il l'appellera désormais grand frère. Pendant ce temps, l'IHW Yan, le deuxième fils du groupe de marchands Yuna, remarque une agitation devant la chambre de son père. Il en parle à Anne, et le vice-capitaine commente qu'il y a une dispute entre ses frères aînés et cadets. En entendant cela, Huaeon suppose immédiatement que ce sera Jeon qui harcèle leur frère aîné et se précipite à l'intérieur, inquiète de l'état de santé de son grand frère. Mais il est surpris de voir que c'est en fait Jinéon, avertissant sévèrement son jeune frère de se taire lorsqu'ils sont devant la chambre de leur père. Puis il remarque la présence du frère du milieu. Après un moment,
HW-Yan s'installe devant son frère aîné qui donne à Jaeyan une punition, garder les mains en l'air. En le voyant, HW-Yan se sent soulagé de le voir en bonne santé. Cependant, Jaeyan est clairement mécontent de la situation. Jinyan lui assure qu'il est en bonne santé maintenant. Puis il remarque le point blessé de HW-Yan et demande si c'est Jaeyan qui a fait ça. HW-Yan essaie d'éluder la question, mais notre garçon se tourne furieusement vers son plus jeune frère et le gifle violemment pour avoir levé la main contre son frère aîné. Le pauvre Jian n'a pas d'autre choix que de se conformer s'il ne veut pas être plus battu. Il n'arrive pas à croire que c'est le même Jianyan faible qui massait autrefois son épaule parce qu'il avait peur de se faire battre par son plus jeune frère. La scène apporte un bonheur nerveux au visage de Huaiyan alors qu'il pense à la façon dont Jinyan bat maintenant Jaeyan, alors que dans le passé, c'était l'inverse. Puis Jinyan s'installe également. Huaiyan est curieux de connaître son changement de personnalité et de corps, mais au lieu de lui répondre, il commente simplement qu'il a de bons yeux alors que son regard croise les parchemins devant son frère du milieu. Tout en ouvrant un, il s'enquiert du contenu à l'intérieur. Huaiyan explique que le parchemin contient la liste des employés qui vont l'accompagner à la salle de conférence demain. Puis il vérifie la liste des employés et remarque le nom de Gongsun car c'est son objectif principal de s'enquérir de tout employé. Après avoir vérifié la liste, il sait immédiatement ce qu'il veut savoir, Gongsun, ainsi que de nombreux autres employés, sont recommandés par nul autre qu'Ouyangu. Puis il se tourne sérieusement vers ses frères et demande sombrement si les deux ou l'un d'eux travaille pour Ouyangu. Les deux frères le nient furieusement, insistant sur le fait qu'ils ne peuvent pas remettre leur groupe de marchands à ce clan. Il sourit, voyant qu'il n'a pas besoin d'éliminer ses frères parce qu'ils disent la vérité. La décision étant prise, il se lève et demande si tous les hauts placés seront à la conférence. Son frère Intello répond par l'affirmative. Sur ce, il déclare sa décision d'assister également à la conférence. Avant qu'ils ne puissent protester, ils quittent la pièce, ignorant leurs objections. Ils sont complètement abasourdis de voir le changement soudain de personnalité de leur frère. À ce moment-là, Jeon souhaite également se rendre à la montagne Jua. Pendant ce temps, Jin se tient devant la chambre de son père et entre avec sa permission. Son père, le chef du groupe de marchands Seongmin, le remarque immédiatement. Il s'enquiert du remue-ménage à l'extérieur, mais Jinyan l'écarte d'un revers de main tout en s'asseyant. Puis il mentionne qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles son père serait stressé. Son père le confirme en ajoutant qu'il est toujours stressé, mais que maintenant son vieux corps n'est plus assez fort pour le supporter. Puis son père lève la main pour toucher le visage de son fils, sentant à quel point il a l'air en bonne santé et changé. Il demande si c'est vraiment Jinyan. Lorsque son père exprime son bonheur de le voir bien et le touche tendrement, quelque chose s'agite en lui. En tant que Wozung, il ne connaît jamais le sentiment d'avoir un parent, mais il sait ce que ça fait d'avoir un père. Il se souvient de son père comme quelqu'un de fort et de large, mais maintenant, en prenant sa main dans la sienne, il réalise à quel point sa cible est devenue fragile. Sur ce, il le console, disant qu'il va se débarrasser de tout ce qui l'a amené à cette condition. Son père n'y croit pas, mais il insiste sur le fait que Seungmin n'a pas à s'inquiéter de quoi que ce soit, car c'est lui qui va s'en occuper. En voyant son expression déterminée, même son père commence à transpirer. Le lendemain, tout le monde se réunit dans la salle de conférence du groupe de marchands Yunao a fait un briefing à tout le monde. Ouyangu est également présent. Ses subordonnés, qui s'interrogent sur lui, remarquent immédiatement la présence de Jinyan. Ouyang suppose que Jinyan est venu ici pour consolider sa position dans le groupe. Pendant ce temps, après que Huaiyan ait terminé son briefing, il demande si quelqu'un a des objections. Avant qu'il ne puisse continuer, Ouyangu lève la main, disant qu'il a une demande à faire. Il suggère une personne qui peut servir de garde à Jinyan car il n'en a pas actuellement. Sur ce, une agitation se crée au sein du groupe de marchands Yuna à cause de cette intrusion, car il y a déjà beaucoup d'employés recommandés par Ouyangu. Mais la personne qui essaie de s'y opposer est menacée par Ouyangu, ce qui le fait taire. Puis Ouyangu demande si quelqu'un a des objections à sa suggestion. Tout le monde reste silencieux, trop effrayé pour parler. Juste au moment où il est sur le point de continuer, notre garçon lève la main pour lui rappeler qu'il a, en fait, des objections. Puis il donne sérieusement sa propre suggestion de licencier le chef des gardes de l'escouade, Ouyangu. Les membres du groupe de marchands Yuna s'inquiètent en entendant cela tandis que le clan Ouyang glousse, supposant qu'il doit plaisanter, car Ouyangu est considéré comme nécessaire à la sécurité du groupe de marchands. Ouyangu, cependant, est arrogant. Il informe notre garçon qu'il est alité depuis si longtemps qu'il ne sait pas qu'il n'a pas le droit de le licencier. L'instant d'après, Jinyan fait ce que personne n'attend. Il frappe le sol si fort que cela fait presque trembler le bâtiment. Puis, d'un ton monocorde, il rappelle à ce serpent que malgré l'influence d'Ouyang, il oublie que Jinéon est le véritable maître du groupe de marchands Yun. Il y a peu de temps, il avait déjà informé Huaiyan de son plan de licencier Ouyangu. Huaiyan, cependant, ne pense pas que ce soit une bonne idée car le clan Ouyang est plus puissant qu'eux. Au lieu de répondre directement, il demande, lorsque quelqu'un sous-estime les artistes martiaux de Zanu, ne sont-ils pas dévorés vivants à cause de leurs suppositions arrogantes? Puis il souligne le nombre d'employés autour d'eux qui sont du clan Ouyang,
donnant l'impression que le groupe de marchands Una est avalé tout entier par eux. Son frère Intello, remarquant cela, comprend ce qu'il essaie de dire. Puis Jinyan lui assure qu'il n'a pas à s'inquiéter car il va s'en occuper. Maintenant, en regardant son frère aîné, Huaiyan comprend avec un sourire nerveux exactement comment son frère aîné prévoit de s'en occuper. Voyant cela, le clan Ouyang dégaine immédiatement ses épées d'une manière menaçante, exigeant qu'ils s'expliquent. Hans est furieux de leur insolence à lever des épées contre leur maître. Il s'avance devant Jinyan pour le protéger, mais avec une expression impassible. Notre garçon fait remarquer à quel point il est insolent pour le clan Ouyang de lever leurs épées contre leur employeur. Il les menace d'un ton sombre, avertissant qu'ils doivent avoir un souhait de mort. Puis il change soudainement la direction de la conversation, disant qu'il va indemniser Ouyang parce qu'il se sent mal. Ouyang est confus en entendant cela. Jinéon explique qu'il a ruiné le plan de retraite parfait d'Ouyang. Puis il explique ce que Ouyang planifiait réellement. Premièrement, il éliminerait Jinéon par l'intermédiaire de Gonsin. Ensuite, comme il était déjà en train de monter les deux autres frères de Jinéon l'un contre l'autre, cela a joué en faveur d'Ouyang que leur père soit tombé malade à cause de ce conflit. Au final, tout ce qu'Ouyang aurait à faire serait de manipuler l'un des frères et de l'utiliser comme une marionnette pour prendre le contrôle total du groupe de marchands Una. À ce moment-là, Ouyang se met à rire, affirmant que Jinyan invente des histoires. Mais il continue, disant avec un visage impassible que le plan d'Ouyang a commencé à s'effondrer au moment où il a personnellement tué l'assassin d'Ouyang, Gongsun. Les yeux d'Ouyang s'écarquillent face à cette révélation. Il n'arrive pas à croire ce qu'il vient d'entendre. Notre gars ajoute qu'il a tué le pauvre assassin d'un seul coup, lui offrant une mort facile. Puis il dit nonchalamment qu'Ouyang devrait faire plus d'efforts pour élaborer un plan correct s'il veut contrôler le groupe de marchands. De plus, ajoute-t-il, il lui facturera également les dommages qu'il a causés. Maintenant, Ouyang en a assez des paroles de Jinyan. Fou de rage, il lève le poing et menace de le tuer. Avant même qu'il ne puisse porter un coup, Jinyan bloque son poing avec le sien. Au moment où leurs poings se heurtent, Ouyang sent une vague d'énergie de foudre, lui faisant réaliser que Jinyan est vraiment devenu un artiste martial. Tous ceux qui les entourent sont également choqués de voir la démonstration de puissance d'Ardu. Jinyan, de son côté, remarque avec emphase qu'Ouyang attaque quelqu'un qui vient de finir de se rétablir. Puis il déclare qu'il laissera passer parce qu'ils vont avoir un duel officiel. Quelqu'un annonce le début du duel officiel. Ouyang demande si cela suffira. Avec une expression arrogante, il affirme qu'ils vont se battre en duel jusqu'à ce que l'un d'eux soit mort. Après avoir entendu cela, Ouyang remarque calmement qu'il semble que Jinyan ait dû être formé dans une bonne secte à en juger par son efficacité et ses compétences en arts martiaux. Mais levant son épée, il affirme qu'il va lui faire comprendre la différence d'expérience entre les deux. Jinyan, cependant, esquive rapidement son attaque et n'apprécie pas la raillerie sur l'expérience. Tout en se baissant, il enfonce son poing dans le ventre d'Ouyang, déclarant qu'il a 100 ans de plus d'expérience qu'Ouyang. Ouyang crache du sang, incapable de comprendre l'ampleur réelle des compétences de Jinyan. Jinyan, de son côté, active son art de mobilité éclairé et promet de montrer à Ouyang à quoi ressemble la vraie différence d'expérience. Se déplaçant maintenant à la vitesse de l'éclair, il frappe Ouyang, qui parvient à bloquer le coup avec son épée. Les deux s'affrontent à plusieurs reprises. Ouyang frappant avec sa lame, Jinyan contrant avec ses poings nus, mais chaque coup que notre garçon lance est bloqué par l'épée d'Ouyang. Pendant leur combat, Ouyang est complètement dérouté par les techniques de Jinyan car ce n'est rien de tel que la façon dont un débutant se battrait. Ses compétences correspondent à celles d'un artiste martial chevronné. Cependant, malgré cela, Ouyang est déterminé à achever Jinyan. Voyant sa position, ses subordonnés sont satisfaits, pensant que leur capitaine est enfin sur le point de mettre fin au combat. Sur ce, Ouyang active son art de l'épée à 3 formes. Jinyan baisse immédiatement la tête pour éviter le coup et active sa frappe rapide. Il se déplace si vite qu'Ouyang ne sent même pas son changement de position. L'instant suivant, Ouyang reçoit un coup de poing dévastateur à la mâchoire. L'impact est si puissant qu'il est visible même depuis la maison principale. Les serviteurs qui sont témoins de la scène murmurent de confusion, tandis que son père, arborant une expression fière, déclare que son fils aîné a maîtrisé les arts martiaux. Quand Ouyang s'effondre, ses subordonnés se précipitent à ses côtés. Voyant l'état de leur capitaine, ils sont furieux. L'un d'eux regarde même Jinyan avec colère, mais il le fait taire instantanément avec une menace mortelle. Un autre subordonné admet qu'il n'y a eu aucune irrégularité dans le duel. Cependant, avant de partir, il prévient que si c'est la façon dont Jinyan souhaite agir, alors le clan Ouyang adoptera la même méthode pour se venger du groupe de marchands Una, quelque chose qu'il affirme qu'il leur sera impossible d'éviter. Mais Jinyan ne se soucie pas de telle rancune mesquine car il n'est pas nouveau pour lui. Il remboursera tout ce qu'ils lui donneront, que ce soit une rancune ou de la gentillesse. De plus, il revendique l'entière responsabilité de l'incident, ce qui provoque une protestation de Huaiyan. Pourtant, Jinyan regarde fermement tout le monde et déclare que malgré son affirmation précédente selon laquelle le groupe de marchands Una lui appartient, il appartient également à son père, à l'équipe qu'il a accueillie ce matin et à chaque employé qui y travaille. Par conséquent,
il ne permettra à personne de jouer avec son groupe de marchands. Sur ce, il leur ordonne de partir, disant qu'il les renvoyait de toute façon. Tout le monde est satisfait de son discours, à l'exception du clan Ouyang qui part à contre-cœur, lui souhaitant bonne chance pour faire face à leur clan à l'avenir. Alors qu'ils s'en vont, un employé est sur le point d'applaudir, mais un autre l'arrête rapidement, lui rappelant que Jinyan avait remporté un duel officiel. Un autre garde ajoute qu'ils ne peuvent pas célébrer. Après tout, ils sont l'escouade de garde. Pourtant, au lieu de faire leur devoir, ils sont restés là à regarder tout le temps. Imperturbable par l'agitation, Jinyan se tourne vers Huayan et lui dit de lui apporter un élixir. Puisqu'il a déjà assumé l'entière responsabilité de l'affaire, il mérite au moins cela. Huayan glousse et assure à son frère qu'il apportera le meilleur élixir, ajoutant qu'il va être occupé à partir de maintenant. Non seulement il achètera des élixirs, mais il devra également embaucher de nouvelles personnes pour l'escouade de garde. À ce moment-là, Ginéon mentionne qu'il a déjà des personnes en tête qui peuvent occuper le poste. Pendant ce temps, quelque part à l'intérieur d'une pièce privée, Nyungo reçoit des nouvelles des actions récentes de Jinyon. Ses subordonnés confirment que la nouvelle est bien vraie. En fait, notre garçon a déjà réfléchi à tout cela il y a quelques jours, au moment où il a mis les pieds dans le groupe de marchands unis. Il a également analysé les habitudes des employés. Dès son premier jour ici, alors qu'il était en route quelque part, il s'arrête soudainement et demande à Anne s'il a mangé. Complètement pris au dépourvu par la question attentionnée, Anne répond par la négative car il n'a pas eu le temps de manger depuis l'aube à cause du travail. Jinyon jette ensuite un coup d'œil en bas où quelques membres du clan Ouyang perdent leur temps dans une conversation inutile. À cet instant, il comprend la dynamique du groupe. Les employés loyaux du groupe de marchands travaillent si dur qu'ils ne peuvent même pas prendre le temps de manger, tandis que les membres du clan Ouyang profitent de l'argent facile, se relâchant pendant les heures de travail sans aucune obligation réelle. Anne s'adresse à lui à nouveau, mais au lieu de répondre, son esprit dérive vers la solution. S'il renvoie soudainement les membres Ouyang, le groupe sera laissé sans sécurité car il aura besoin de personnes pour prendre leur place. Après y avoir réfléchi, il sait exactement où trouver les remplaçants parfaits pour ses employés inactifs. À cette fin, il se dirige vers un tripot louche, le genre d'endroit qui ressemble à un lieu que seuls les criminels fréquenteraient. Dès qu'il entre, il attire le regard de plusieurs personnes. Certains le pointent du doigt, le traitant de faible. Ils sont surpris de le voir après si longtemps. Certains supposent même qu'il est mort depuis des années. Pensant qu'il est venu jouer, il se prépare à le voir perdre sa fortune. Quand il entre dans le hall principal, le garde l'accueille avec enthousiasme, supposant qu'il va dépenser une fortune. Mais ce Jinyon n'est pas l'homme dont ils se souviennent. Avec une insulte subtile mais cinglante, il avertit le garde de ne pas le toucher, laissant l'homme grincheux. Puis, sans plus de plaisanterie, Jinyon lui ordonne d'ouvrir la porte. À l'intérieur, Chul Nyungo, connu sous le nom de renard venimeux, jette un coup d'œil à son ancien ami et commente que son état de santé amélioré doit être le résultat d'une longue convalescence. Ses compagnons, Yuk Jinbo et Yuk Nyungo, le saluent également. Nyungo, avec un sourire narquois, leur rappelle de s'enquérir au moins du bien-être de Jinyon puisqu'il est malade depuis si longtemps. Sur ce, les deux frères Yuk s'excusent, tandis que Nyungo prétend avec moquerie que Jinyon est son ami. Jinyon se moque de cette soi-disant amitié. En apparence, on dirait qu'ils sont des copains d'enfance. Mais en réalité, Nyung a toujours utilisé cette fausse camaraderie pour le harceler et lui soutirer de l'argent, exploitant ses faiblesses. Avec une expression sérieuse, il se demande si la nouvelle génération a trouvé une définition de l'amitié totalement différente et tordue. Ignorant les véritables pensées de Jinyan, Nyungo l'encourage vivement à commencer à jouer, affirmant que cela fait bien trop longtemps. En vérité, Nyungo a hâte de lui soutirer une somme rondelette, confiant que personne d'autre ne serait assez stupide pour tomber dans son piège. Feignant l'amitié, Nyungo insiste sur le fait qu'il va le traiter en l'honneur de son retour. Mais quand il n'offre aucune réponse immédiate, Nyungo s'irrite et le pousse à dire quelque chose. Jinéon répond calmement qu'il réfléchit. Quand son ami vautour insiste pour savoir à quoi il pense, Jinyon, au lieu de répondre, reste simplement assis en silence pendant un moment, pesant ses options quant à savoir s'il doit tuer Nyungo ou non. Pour lui, Nyungo n'est rien de plus qu'un salaud inutile qu'il n'a aucun intérêt à garder. Les seuls qui ont de la valeur ici sont les frères Yuki, malgré leur vie de voyous, ont en fait des compétences qui valent la peine d'être utilisées. Leur talent gaspillé sous quelqu'un comme Nyungo. Avec cette décision mijotant dans son esprit, Jinéon se lève et dit calmement à Nyungo de lui remettre la clé du coffre-fort. Nyungo cligne des yeux de surprise, demandant pourquoi Jinyon a soudainement besoin d'argent. Jinyon répond uniformément, lui assurant qu'il ne s'agit que d'un retrait d'espèce unique. Mais il ajoute, les intérêts que Nyungo lui doit pour les milliers de nians qu'il a été forcé d'investir dans ce tripot, plus l'indemnisation médicale pour les fois où Nyungo l'a fait battre, porte le total à environ 100 000 nians. Ça devrait suffire. Nyungo éclate de rire, se moquant de lui et lui demandant s'il a appris ses maths pendant son absence. Avec une arrogance suffisante, il souligne que le coffre-fort ne contient pas seulement l'argent que Jinyon exige. Il est également rempli d'or, d'argent et de bijoux. Pourtant, dit-il,
Gignon est un imbécile s'il pense qu'il en obtiendra quelque chose. Au mieux, ses soi-disant offres, il pourrait lui prêter de l'argent s'il est désespéré, mais la clé du coffre-fort est hors de question. L'irritation de Mi-young-go grandit lorsqu'il se souvient des moments où notre garçon se plaignait d'être malade, pour maintenant se tenir ici en bonne santé et oser exiger la clé du coffre-fort tout en l'ignorant ouvertement. Il dit froidement à Gignon de reprendre ses esprits, lui rappelant exactement qui se tient devant lui. Quand Gignon ne prend toujours pas la peine de répondre, Mi-young-go s'approche, son visage touchant presque le sien, et lui demande s'il souhaite mourir de ses mains. Encore une fois, pas de réponse. Finalement, renonçant aux mots, Young-go ordonne à ses sbires de frapper Gignon jusqu'à la pulpe. L'un des frères Yuk l'attrape par derrière, se préparant à fracasser sa tête sur la table. Mais l'expression de Gignon s'assombrit. Ceci, réalise-t-il, c'est lui qui est gentil. L'instant d'après, il projette un frère Yuk directement dans le mur. L'autre se précipite en avant, mais Gignon s'écarte, utilisant la table comme levier, et en un éclair, brise sa cheville. Ce frère tombe instantanément. Gignon se retourne, surpris de voir les frères Yuk se relever malgré leurs os brisés, leurs yeux complètement dépourvus de peur. Cette vue l'excite en fait car il est maintenant excité de les attraper. Les deux frères le chargent ensemble, mais en quelques secondes, Gignon disparaît de leur champ de vision. En un clin d'œil, il est derrière eux, se déplaçant à une vitesse aveuglante. Il saisit leurs deux têtes et les claque l'une contre l'autre, leur rappelant froidement qu'il ne va pas les avertir à nouveau. Maintenant que les frères turbulents sont à terre, le seul qui reste est le lâche Mi-young-go, qui s'est caché derrière eux. Gignon se tourne vers son vieil ami avec un sourire sinistre. Mi-young-go, essayant de masquer sa peur, parle nerveusement à Gignon d'un ton amical, suggérant qu'il devrait parler à ses amis de son apprentissage des arts martiaux, tout en gardant une main cachée derrière lui. Il le regarde avec suspicion, interrogeant sa raison mais répondant avec son calme habituel. Lorsque Gignon s'approche de lui, la peur de Mi-young-go monte en flèche, et il révèle le couteau, l'avertissant de ne pas s'approcher. Il essaie de se rappeler qu'il n'y a rien à craindre car ce n'est que Gignon après tout. Avec détermination, Mi-young-go se précipite en avant, prévoyant de mettre fin au combat en un seul coup. Il sourit narquoisement derrière la table, pensant qu'elle le protégera. Mais Gignon donne un coup de pied à la table, et l'instant d'après, un coup de poing de lui la brise en morceaux. Il ne reste qu'un Mi-young-go stupéfait et sans voix dont il saisit la tête dans sa main. Puis il sourit et dit calmement que la contre-attaque gagne cette fois. L'instant d'après, Mi-young-go hurle de douleur alors que Gignon envoie de l'énergie de foudre parcourir son corps. À l'extérieur, un garde marmonne que quelqu'un va mourir aujourd'hui. Après l'explosion choquante, Mi-young-go s'effondre sur le sol, trempé de sueur. Gignon, impassible, lui dit de se ressaisir. Avec difficulté, Mi-young-go lève la tête, ses yeux brûlants d'humiliation alors qu'il se demande ce que Gignon a fait pendant sa convalescence. La pensée s'insinue. Si Gignon s'est entraîné tout ce temps juste pour se venger de lui, il essaie de se défendre, pensant qu'il n'a pas été si mauvais avec lui. Mais en se souvenant de son comportement passé envers Gignon, la conclusion semble inévitable. C'est le retour de bâton. Forçant un sourire nerveux, Mi-young-go dit à notre garçon d'exiger n'importe quoi sauf la clé du coffre-fort. Cela fait faire une pause à Gignon. C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Mi-young-go lui rappelle rapidement que malgré son mauvais comportement, ils sont amis d'enfance, et ils jouent à contre-cœur le jeu. En entendant cela, le visage de Mi-young-go s'illumine, et il serre immédiatement dans ses bras un Gignon très irrité, lui assurant qu'il n'y aura plus de coups ni de harcèlement à partir de maintenant. Gignon n'y croit pas. Il le repousse, grimaçant, et dit que ses paroles douces le rendent malade. Malgré son irritation, Mi-young-go continue de parler, insistant sur le fait qu'ils ne sont pas seulement des amis alors qu'il le promeut au rang de frère. Il se tourne immédiatement vers ses sbires et leur ordonne de saluer leur grand frère. Tous les deux obéissent sans poser de questions, ayant l'air plutôt désemparés. À l'intérieur, cependant, Mi-young-go sourit narquoisement, pensant que Gignon est quelqu'un qui vivait autrefois à ses pieds et le suivait comme un chiot. Dès qu'il en aura l'occasion, il prévoit d'attraper ses gardes et de s'enfuir. Il est certain de pouvoir gérer tout autre problème par la suite. De l'autre côté, Gignon s'adresse directement aux jumeaux, leur disant que quand il appelle quelqu'un frère, ce lien dure toute une vie. Les frères Yuk jettent un coup d'œil à Mi-young-go pour approbation, et Mi-young-go les exhorte à jurer, déclarant qu'ils sont maintenant frères jurés. Les jumeaux promettent immédiatement leur loyauté à Gignon en tant que grand frère. Mi-young-go est satisfait des progrès jusqu'à ce que son sang se glace lorsque Gignon ordonne sombrement aux frères Yuk de s'écarter, disant que lui et Mi-young-go vont décider qui est le vrai grand frère. Malgré les protestations de Mi-young-go, les jumeaux quittent la pièce. Maintenant complètement inquiet, Mi-young-go n'a aucune idée de son véritable motif. Notre gars lui rappelle calmement que c'est lui qui a gagné de l'argent en exploitant les jumeaux. Ce n'est pas la bonne façon. Alors maintenant, Gignon va prendre la responsabilité d'eux. Sachant très bien que les frères valent plus que de l'argent, Mi-young-go proteste furieusement, accusant Gignon non seulement de l'avoir battu, mais aussi d'essayer d'éloigner les frères. Il grogne qu'il vaudrait mieux le tuer carrément. Aussi impoli que soit la remarque, Gignon décide d'accorder le sentiment en donnant un coup de pied à Mi-young-go dans la mâchoire l'instant suivant.
Il lui dit froidement qu'il fait un excellent travail et continue à l'utiliser comme sac de frappe jusqu'à ce que Myung-go comprenne enfin que Jin-Young n'est lié par aucune hésitation à le tuer. Finalement, Myung-go marmonne qu'il lui donnera ce qu'il veut, mais Jin-Young lui dit nonchalamment de le dire à voix haute. Vaincu, Myung-go accepte finalement de remettre la clé. Jin-Young sourit et rappelle à Myung-go qu'il devrait montrer qu'il supplie pour sa vie. Myung-go a toujours l'audace de se moquer de la demande, se moquant de savoir s'il devrait être plus respectueux à la place. Il apprend sa leçon rapidement lorsque Jin-Young le jette de côté, le laissant se demander s'il est devenu fou. Dès que les frères Yuk le voient, ils se tournent immédiatement pour demander s'il s'est perdu. Sans autre choix, Myung-go avoue qu'il est perdu et qu'à partir de maintenant, ils serviront Jin-Young. La pure humiliation donne envie à Myung-go de pleurer. Pendant un bref instant, il pense comme un être humain sensé et décide de laisser partir les frères pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure avec le groupe de marchands Yuna. Mais lorsque les deux frères se regardent et acceptent de servir Jin-Young, l'irritation de Myung-go s'enflamme à nouveau face à ce qu'ils considèrent comme leur ingratitude. Une fois l'affaire réglée, Myung-go sort en trombe, irrité et marmonnant tout en se plaignant de ne jamais faire confiance aux personnes aux cheveux noirs. Dès que ceux qui l'entourent remarquent qu'il est sans les jumeaux Yuk, ils sont prêts à le battre maintenant que sa sécurité a disparu. Voyant les visages hostiles qui l'entourent, l'arrogance de Myung-go s'enflamme qu'il est toujours le renard venimeux, et il le leur rappelle avec un grand cri. Il a même le courage de les défier de venir à lui. Les hommes mordent à l'hameçon, armes à la main, leur fureur débordant. Maudit sa chance d'être parti dans cet état, Myung-go se prépare au pire, mais avant que quiconque ne l'atteigne, Jin-Young intervient pour le défendre. Jin-Young remarque comment ces vautours n'osaient pas approcher Myung-go quand il était fort, mais maintenant ils sont prêts à le dévorer alors qu'il est vulnérable. Il leur ordonne de venir de Myung-go seulement quand il est assez fort pour se défendre. Puis il ordonne aux frères Yuk de collecter tous les objets de valeur. Alors qu'il s'apprête à exécuter ses ordres, Myung-go continue de maudire tout le monde et tout, Jin-Young inclus. Quand ils arrivent devant sa maison, les frères Yuk le remercient d'avoir sauvé leur ancien maître. La gratitude le prend au dépourvu pendant un instant. En regardant les jumeaux, il se souvient des rumeurs selon lesquelles certains disent qu'ils ont été vendus à Myung-go comme esclaves, d'autres qu'ils l'ont suivi par peur. Pourtant, voyant leur véritable inquiétude pour Myung-go, Jin-Young sourit doucement pour lui-même, réalisant que comprendre la vraie nature humaine est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, de derrière un pilier, quelqu'un regarde attentivement, s'assurant que Jin-Young est vraiment là. Maintenant, dans le présent, les choses reviennent à leur rythme, mais Jaeyoung n'est pas content des progrès. Il grommelle toujours de ne pas avoir une journée tranquille jusqu'au retour de son grand frère. Il se souvient de l'apparition soudaine d'argent et de bijoux du tripot avec les frères Yuk, et cette pensée le fait fumer de ressentiment. L'instant suivant, il voit un chariot entrer avec de nouvelles fournitures. Huayan les vérifie attentivement, ordonnant à ses serviteurs d'être prudents avec les marchandises et laissant le chariot là, expliquant que les articles sont assez précieux. Voyant cela, Jaeyan devient curieux du contenu du chariot. Ses yeux s'illuminent lorsqu'il aperçoit une fleur de toison de 100 tubercules, si rare que les gens font la queue dès l'aube juste pour en cueillir une. Il suppose qu'il a dû être amené sur son ordre. À ce moment-là, leur père sort. Huayan se précipite vers lui, lui rappelant qu'il est encore trop tôt pour qu'il sorte dans son état. Jian, cependant, est bien plus intéressé à savoir pour qui son père a apporté autant d'élixirs. Il se souvient que Jin-Young n'en avait besoin que d'un, alors il espère pouvoir en obtenir au moins un pour lui-même. Mais son visage pâlit quand il entend qu'ils sont tous pour Jin-Young. Leur père explique qu'après ce qui s'est passé avec le clan Ouyang, ils ne peuvent pas risquer de compter sur un seul élixir. En outre, ce n'est pas grand-chose, à en juger par la quantité d'argent qu'ils ont déjà gaspillé pour le clan Ouyang et la petite secte de la divinité. Alors après avoir examiné la question, il envoie des lettres au chef de leur succursale locale et à quelques grands noms de l'industrie de l'élixir demandant des fournitures d'élixir de haute qualité. Ils acceptent d'aider car leurs entreprises sont interconnectées et souffrent des pertes des autres. Sur ce, Han soutient sa décision d'aider Jin-Young, lui faisant confiance pour devenir un grand artiste martial. Seongmin le remercie pour son soutien. Puis, malgré le visage découragé de son plus jeune fils, il déclare qu'il a enfin trouvé le moyen idéal de dépenser l'argent qu'il a gagné toute sa vie. Et furieux d'apprendre tout cela, il se met en travers du chemin de son père et exige qu'on lui donne également un élixir. Son père le regarde un instant puis lui demande s'il en a vraiment besoin. Gégé devient encore plus enragé à cela, n'entendant que les éloges constants du nom de son frère aîné. Il croit vraiment qu'il y a de la discrimination contre lui et ne peut pas comprendre pourquoi quelqu'un comme Jin-Young continue d'attirer ce genre d'attention. Sa question n'est pas répondue par des mots, mais par les actions de notre garçon. Quand il le dépasse à la vitesse de l'éclair, la force de son mouvement fait tomber Jin-Young alors que l'y passe, traînant un énorme rocher sur son dos. En regardant le visage déterminé et couvert de sueur de son frère, Jaeyoung en conclut que quelqu'un comme son frère aîné, qui a déjà une forte constitution et une confiance innée, fait enfin l'effort de faire fonctionner les choses. Il se rallonge sur le sol avec un soupir, puis jette un regard pensif sur son épée. Après un certain temps, encouragé par l'entraînement vigoureux de son frère, Jian commence à pratiquer son art de l'épée sur un mannequin d'entraînement.
Il se souvient du mouvement que Jianian avait utilisé sur Wu Yanggu lors de leur duel officiel. Après un certain entraînement, il soupire, frustré de ne pas pouvoir saisir pleinement l'étendue des compétences de Jianian, tout en le maudissant à voix basse. Presque comme invoqué par cette pensée, Jianian apparaît devant lui, surprenant son pauvre petit frère. Nerveusement, Jianian lui demande comment s'est passée sa promenade. Jianian explique qu'il en a fini avec ça. Puis, réalisant ce que son plus jeune frère a fait, il lui offre son épée et lui dit de revoir le mouvement qu'Wu Yanggu a utilisé contre lui tout en ajoutant des éloges pour les compétences de son frère. Embarrassé, Jian réalise que son frère avait observé son entraînement. Prenant l'épée, Jian se lève et attaque le mannequin avec détermination. Se sentant prétentieux à propos de son mouvement, sa confiance est instantanément anéantie lorsque Jian le qualifie de bâclé. Jian, maintenant irrité par la langue acérée de son frère, réplique. Mais l'instant suivant, le poing de Jianian arrive sur lui, seulement pour que Jian le bloque à la dernière seconde avec son épée. Ensuite, Jianian explique comment il a détruit la feinte d'Wu Yanggu, réduit la distance et l'a laissé complètement impuissant, forcé uniquement à se défendre. Il dit tout cela en continuant de donner des coups de pied à son jeune frère. Jianian essaie de le raisonner, suggérant qu'il parle au lieu d'en venir au point. Mais Jianian, clairement d'humeur à entraîner son frère, n'écoute pas. N'ayant pas le choix, Jian reprend son épée et décide de suivre le mouvement. Lorsqu'il se précipite pour attaquer, il est stupéfait de voir Jian simplement disparaître. Un instant plus tard, Jian lui tend une embuscade par derrière, remarquant que les gens normaux montrent leur véritable potentiel lorsqu'ils sont acculés. Sur ce, il retire son poing pour frapper, mais s'arrête juste avant qu'il ne puisse toucher Jianian. Effrayé, Jianian retombe au sol, pensant clairement qu'il pourrait être tué. Jianian explique qu'en escrime, poignarder a un taux de réussite inférieur à celui de trancher. Il ajoute qu'Wu Yanggu a utilisé une technique de mise à mort instantanée, tentant un style d'épée à 3 formes contre lui. Cette technique exige une extrême prudence, alors Jianian a soigneusement mesuré sa vitesse afin de la contrer. Sinon, il aurait été fini ce jour-là. Tout en levant son épée sur son frère, Jianian se souvient de son match contre Wu Yanggu. Quelqu'un comme Wu Yanggu aurait été achevé avant même qu'il ne puisse dégainer son épée s'il avait encore tout le potentiel de son corps de sa vie passée. Mais à l'heure actuelle, son corps n'a même pas atteint un quart de la force qu'il possédait autrefois en tant que roi des poings. Pour cette raison, il ne peut pas simplement célébrer une victoire contre Wu Yanggu. Ses pensées dérivent vers ces assassins de la faction démoniaque et la réalisation qu'ils sont encore plus puissants que lui. Cela alimente sa détermination à surpasser la force qu'il avait dans sa vie passée. Sa réflexion est interrompue par la voix d'une servante l'informant qu'il a un visiteur. Avant de partir s'occuper de son invité, Jianian tape une fois de plus son jeune frère sur le front. Ailleurs, un groupe d'hommes discute de la rumeur ridicule qu'ils ont entendue selon laquelle un coureur de jupons comme Jianian connaîtrait en fait les arts martiaux. Gueun, qui ne croit pas à l'histoire, explique comment la nuit dernière, il s'est rendu au tripot en état d'ébriété. Là, il a aperçu Jianian avec les frères Yuk, chargeant des objets du repère. Il l'a immédiatement reconnu, mais avant de pouvoir revenir après avoir vomi, il était parti. Jujirian et Simagoub déclarent ensuite qu'ils sont venus ici pour vérifier la rumeur eux-mêmes. Lorsqu'ils ouvrent la porte de sa chambre, ils le trouvent à l'intérieur avec les frères Yuk. Voyant sa musculature, il referme rapidement la porte et demande à la servante s'il s'agit vraiment de Jianian ou si un groupe de marchands l'a adopté. La servante confirme qu'il s'agit bien de leur jeune maître. Les hommes ont l'air sur le point de s'évanouir, essayant de traiter la différence choquante entre le Jianian qu'ils viennent de voir et le playboy frivole des 4 rois célestes qu'ils pensaient connaître. À ce moment-là, Jianian ouvre la porte, leur faisant peur à mort. Il ordonne calmement à sa servante de nourrir les jumeaux et de leur donner une grande quantité de nourriture car ils mangent beaucoup. Une fois qu'ils sont partis, il tourne son attention vers son ancienne équipe qui a clairement peur de lui. Il leur demande pourquoi ils sont là. Trop effrayés pour s'expliquer, ils prient simplement pour leur propre sécurité. Simagouk, Jujariang, Goenje et notre garçon Jianian forment un groupe connu sous le nom de 4 rois célestes dont le but principal est de se livrer aux femmes et au vin. Maintenant, ces 4 amis sont assis ensemble, profitant enfin d'un repas tranquille. Tout en les regardant, Jianian se souvient de Myungo, qui prétendait également être son ami, mais ces idiots sont différents. Ils ressemblent plus à des partenaires de méfaits, leur monde tournant presque entièrement autour des femmes et du vin. Jarian rompt le silence en s'enquérant du bien-être de Jianian, tandis que Gueun vérifie ses muscles, incapable de croire que Jianian s'est réellement entraîné. Sema, cependant, observe silencieusement à la fois son comportement et son physique. Il en conclut que cette transformation n'est pas quelque chose que l'entraînement seul pourrait réaliser. Jianian est vraiment devenu un artiste martial. Ensuite, il s'enquiert de sa source de connaissances en arts martiaux, car il lui est impossible d'être autodidacte dans de telles compétences. Jianian leur donne une réponse ambiguë, disant qu'il a juste eu de la chance. Sema remarque que ça doit être quelque chose comme les légendes dont ils n'ont entendu parler que dans le Jianggu. Jiriang ajoute qu'il a failli ne pas le reconnaître du tout. Puis, sorti de nulle part, Jianian déclare que leur ami, Jianian, est mort, ce qui fait changer immédiatement leurs expressions. Toujours plein d'espoir,
Jiryang s'enquiert de leur prochaine ligne de conduite. Jinyan explique vaguement qu'il a une dette à rembourser, et afin de la régler, il prépare le groupe de marchands unis. Son objectif actuel n'est plus de dériver sans but, mais de devenir plus fort. Goung et Jarian sont abasourdis, marmonnant entre eux à propos de ce changement soudain. Sema, cependant, arbore une expression plus sérieuse. Il se souvient de l'époque où Jinyan est parti sous prétexte de se rétablir, mais Jinyan savait que c'était en fait une forme d'exil. Il avait été découragé, réalisant que son père était suffisamment déçu pour le renvoyer. Sema avait essayé de lui remonter le moral, le consolant et l'encourageant à utiliser ce temps à bon escient pour étudier et changer lui-même. À l'époque, Jinyan avait ri en réponse tout en acceptant de changer avant que Sema ne puisse lui faire ses adieux. Se souvenant de l'incident, Sema félicite sincèrement son ami pour s'être amélioré. Pendant un instant, ils s'arrêtent tous, puis sont d'accord avec Sema tout en se souvenant de l'époque où Jinyan est parti, et les autres ne se sont pas présentés à cause de leur gueule de bois habituelle. Les voyant se chamailler ainsi, ils soupirent doucement, réalisant que ces idiots amoureux de l'alcool sont les vrais amis de Jinyan. Versant de l'alcool pour ses amis, ils s'enquièrent de leur propre plan maintenant qu'il a changé. Sur ce, ils déclarent tous nerveusement qu'ils ne sont pas du genre à changer. Pourtant, tout en célébrant, ils sont heureux qu'au moins Jinyan soit sorti de l'ombre de leur groupe pour affronter le monde. Après une journée de beuverie et de rire, tous ses amis partent, le saluant chaleureusement et lui rappelant de les contacter s'il a besoin d'eux. Sur le chemin du retour, ils discutent une fois de plus de la transformation de Jinyan, et Sema suggère qu'ils rentrent chez eux. Jarian le taquine à propos d'un éventuel fiançailles, mais Sema lui dit simplement de rentrer chez lui et d'étudier. Leur plaisanterie continue jusqu'à ce qu'ils décident de s'installer dans la maison au doux parfum pour se saouler encore plus. Pendant ce temps, à la même maison au doux parfum, le chef de secte de la petite secte des divinités, Yom Jisan, est furieux en apprenant la mort d'Ouyangu. Les membres du clan Ouyang racontent tout sur le duel officiel entre Jinyan et leur capitaine. Lorsque le chef de secte s'enquiert de l'arme utilisée par Jinyan, ils répondent que l'ancien roi des poings s'est appuyé uniquement sur ses poings. En entendant cela, l'expression du chef de secte s'assombrit de mécontentement. Les membres du clan Ouyang insistent à nouveau pour se venger, mais le chef de secte leur rappelle qu'ils ne peuvent pas chercher à se venger d'un duel loyal. Le membre du clan d'Ouyang proteste, disant que le chef de secte et Ouyango étaient censés être amis et qu'ils devraient honorer ce lien. Le tempérament de Yom Jisan s'enflamme, et il rétorque qu'il n'a aucune obligation envers un homme mort. Il leur ordonne ensuite d'emporter le cadavre et de s'excuser auprès de son escorte pour les ennuis. Ensuite, les pensées de Yom Jaezan se tournent vers un autre problème, car le groupe de marchands Yuna a refusé de payer sa taxe. Sans Ouyom Komatu, ils ont perdu leur influence. Son subordonné lui rappelle que leur refus de payer signifie qu'ils ne reconnaissent plus l'autorité du sexe. Yom Jaezan est d'accord. Le subordonné lui demande ensuite s'il prévoit de les tuer, mais leur chef, Shak, répond qu'ils ne sont pas des voyous du monde souterrain. Le subordonné insiste, demandant s'il a l'intention de simplement les laisser partir. Avant qu'ils ne puissent répondre, Yom Jaezan repère 3 amis de Jinyan qui discutent encore de la transformation de leur ami. Il remarque leur présence et passe devant eux, mentionnant intentionnellement le groupe de marchands Yuna. Parlant juste assez fort pour qu'ils l'entendent, il se demande à voix haute la richesse que doivent détenir le père de Jinyan et Jinyan lui-même en tant qu'héritier. Sema saisit immédiatement la remarque et mord à l'hameçon. Après cela, Sema se précipite vers ses amis et lui raconte tout, mais Jinyan ne fait que bâiller à cette nouvelle. Sema lui rappelle qu'ils pourraient attaquer à tout moment, surtout qu'ils n'ont plus d'équipe de sécurité après avoir éliminé Ouyangu. Pendant ce temps, Jinyan pense déjà à la petite secte de la déité, ce dont Mac l'a déjà informé. Après un bref moment de réflexion, il demande à Sima où sont les membres de la secte maintenant. Sima répond qu'ils sont à leur base. Jinyan lui dit alors d'entrer et lui tend une robe à enfiler. Son ami fidèle obtempère tout en demandant à nouveau leur emplacement exact. Jinyan répond qu'ils sont à l'entrepôt de l'escouade de garde. Quand Sema réalise qu'il prévoit d'aller directement à la base de la petite secte de la divinité, il panique. Il rappelle à Jinyan qu'ils ne sont que 2, alors que toute la secte sera là et qu'ils n'ont même pas de plan adéquat. Tout en sortant son arme, Jinyan clarifie à son ami que c'est ça le plan. Puis, pressant légèrement le couteau contre la gorge de Sema, il lui ordonne de montrer le chemin. Son pauvre ami n'a d'autre choix que de le guider vers la base de la petite secte de la divinité où des douzaines de gardes montent la garde devant la porte principale. Enfin, à l'entrée, Sema lui rappelle qu'il est inutile dans un combat. Il dit calmement à son ami de partir car il va entrer seul. Sema est un peu déçu par le renvoi et l'avertit à nouveau du danger de charger dans un endroit avec des centaines de gardes. Mais Jinyan claque simplement la porte et déclare qu'il va faire exactement ce qu'il faisait dans sa vie passée. En tant que Dan Wozung, la règle de vie de notre garçon est simple, ne jamais reculer devant un combat. Pas quand il n'est qu'un orphelin aux prises avec le monde de Jiang et pas même pendant son règne en tant que roi des poings. Même maintenant, il refuse de s'écarter, surtout quand il s'agit de son amour pour la bataille. Au moment où tout le monde remarque la porte s'ouvrir, il se tourne vers lui. Mais notre gars entre sans la moindre trace de peur et demande leur chef. Un garde, furieux de l'audace de l'intrus,
s'avance pour le battre, mais Gignon se déplace plus vite tout en attrapant l'homme par le cou et en le renversant d'un seul geste rapide. Les gardes l'avertissent qu'il se trouve dans le repère. Avant que le combat ne s'intensifie, le chef de la secte lui-même apparaît, attiré par l'agitation, et exige de connaître son identité. Gignon prétend calmement être un assassin. Le chef de la secte est amusé car il n'a jamais vu de sa vie un assassin entrer aussi effrontément. Puis ses yeux tombent sur le poing meurtri de Gignon, et un souvenir s'éveille à propos de la conversation qu'il a eue avec un membre du clan Ouyang. En un instant, il réalise exactement qui se tient devant lui, Gignon. Notre gars répond hautement qu'il pourrait être Gignon. Cela illumine le visage du chef de la secte car il ne s'attendait certainement pas à ce que quelqu'un comme lui fasse irruption sur son territoire, mais cela facilite les choses. Il a pleinement l'intention de profiter de cette opportunité. Sans hésitation, il ordonne à ses gardes de le saisir. Pendant ce temps, notre gars se souvient de la dernière fois qu'il a combattu plusieurs adversaires dans sa vie passée. Alors que la bataille commence, il est conscient que son corps actuel n'est pas à la même force maximale qu'avant, mais cela ne signifie pas qu'il ne peut pas apprécier le combat. À chaque coup, il abat des gardes à gauche et à droite, les frappant et les terrassant en succession rapide. Certains gardes reculent instinctivement, ébranlés par la force monstrueuse qu'il déploie en combattant à main nue tant d'adversaires. Puis soudain, il se fige un instant alors qu'une flèche lui tranche la joue par derrière. Se retournant avec un sourire narquois, il accuse effrontément le chef de la secte de montrer son arme flashy. Le chef de la secte admet que l'épée est en effet chère et qu'il l'utilise rarement, mais pour quelqu'un comme cet intrus puissant, il est prêt à faire une exception. Puis, sur ordre du maître de la secte, les gardes aux pieds de Gignon le clouent sur place, tandis que des douzaines d'autres sont perchés sur le toit avec des arcs chargés pointés sur lui. Notre garçon pense avec une ironie amère, donc le maître de la secte n'a même pas l'honneur de tomber aux côtés de ses propres hommes. Mais soudain, il entend la voix de Sema l'appeler, suivie d'un couteau fendant l'air. Gignon l'attrape en plein vol et, d'un seul geste fluide, dévie toutes les flèches entrantes. La force de la déviation relâche également l'emprise des gardes sur lui. Le chef de la secte regarde avec incrédulité ce dont il vient d'être témoin. Notre garçon lève le pouce à son ami fidèle puis se retourne vers le combat. Il lance la lame vers le chef de la secte, le bord effleurant le cou de l'homme. D'un ton sombre, il déclare que le chef de la secte est la seule exception pour laquelle il est prêt à utiliser une lame au lieu de son poing. Maintenant désespéré, le chef de la secte ordonne à ses subordonnés de le tuer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, notre garçon est déjà sur lui, les poings prêts. Le chef lâche n'hésite pas à utiliser sa propre amante comme bouclier humain. D'un coup rapide et contrôlé, Gignon frappe l'homme tout en tirant simultanément la femme en sécurité. Il lui dit de partir, puis tourne son regard vers le chef de la secte, maintenant tapi comme un animal acculé. Tout comme tous les autres adversaires auxquels Gignon a fait face, cet homme réalise qu'il ne peut pas être l'héritier du groupe de marchands Yuna. Seul un artiste martial professionnel pourrait se battre comme ça. Pour sauver sa vie, le chef de la secte offre à Gignon une somme d'argent généreuse. Avant même que l'homme ne puisse terminer sa phrase, notre garçon lui assène un coup de poing, le faisant tomber au sol. Avec une froide finalité, Gignon déclare qu'il n'a pas besoin d'argent de quelqu'un qu'il apprécie plus que la vie humaine. Après l'avoir battu à fond, il met fin à la vie de l'homme, son expression se tordant de dégoût à la vue du sang de cette racaille. L'affaire étant réglée, Gignon part aux côtés de son ami et de l'amante du chef de la secte. Sema propose d'escorter la femme, et Gignon accepte. Les deux se séparent. Alors qu'il marche, la femme reconnaît rapidement Sema. Confus, il se démasque pendant qu'elle lui dit qu'elle l'a vu plusieurs fois à la maison au doux parfum. Elle le remercie sincèrement et promet de lui offrir du vin de haute qualité la prochaine fois qu'il viendra. Il rejette l'offre en déclarant qu'il n'ira à aucune fiançailles la prochaine fois. Elle commande doucement sa transformation. Jetant un coup d'œil à son ami, il dit calmement qu'il est prêt à embrasser le changement inspiré par la propre transformation de Gignon tandis que Gignon, pour sa part, pense déjà au petit déjeuner. Après s'être rafraîchi dans sa chambre, Gignon s'installe pour le petit déjeuner avec les frères Yuk. Il les encourage à manger autant qu'ils le souhaitent. Ravi de sa générosité, il demande s'ils peuvent manger 7 fois par jour, ce à quoi il accepte nonchalamment sans une seconde pensée. Puis il remarque la blessure sur son visage et demande ce qui s'est passé la nuit dernière. La question le ramène au souvenir de l'embuscade, un événement qui l'a véritablement ébranlé. Ce n'est pas le genre de choses qu'il aurait secoué dans sa vie passée, mais maintenant, cela lui fait réaliser qu'il doit aller au-delà de son entraînement habituel. Il doit continuer à se dépasser, à la fois pour préparer sa vengeance contre la faction démoniaque et pour continuer à renforcer le groupe de marchands Yuna. À ce moment-là, il est informé qu'il a reçu un colis. En l'ouvrant, il trouve une lettre de Go NG dans la boîte. La lettre le félicite en plaisantant pour ses améliorations tout en soulignant qu'il n'a bu qu'un seul verre hier soir. En vérité, Go NG était allé livrer quelque chose à la demande de son père, mais il l'avait oublié, alors il l'envoie maintenant à la place. Il termine la lettre en disant au revoir à Gignon et en lui rappelant de devenir plus fort pour le bien de leur groupe de vauriens. Lorsque Gignon ouvre la boîte, il trouve plusieurs racines de fleurs de toison tubéreuses centenaires.
Il est étonné de constater que ces herbes pourraient avoir près de 5 siècles. Cela signifie qu'elles peuvent l'aider à élever son art de la foudre à 10 phases à la 5e phase. Puis il vérifie une autre pochette avec une boîte à l'intérieur. À l'intérieur, il trouve une lettre du groupe de marchands Théo adressée à son père en signe d'amitié. Il en conclut que son père a dû utiliser ses relations pour demander au groupe de marchands Théo, qui est l'un des plus riches des plaines centrales, de livrer ses objets précieux. Quand il ouvre la boîte, ses yeux s'écarquillent à la vue de l'essence d'azurite, qui est un trésor pour les artistes martiaux. Elle n'est surpassée que par le légendaire vin naturel de Bai, la fleur de lune et le ginseng des neiges millénaires. Cet élixir est si rare que les artistes martiaux seraient prêts à tuer pour l'obtenir. En respirant son parfum, il est certain qu'il s'agit bien d'essence d'azurite, en ayant goûté quelques gouttes dans sa vie passée. Ce qu'il ne comprend pas, c'est comment son père a réussi à mettre la main dessus. Puis, sans hésitation, il jette chaque racine de fleurs de toison tubéreuse à chacun de ses frères Yuck, leur demandant de garder sa chambre pendant qu'il se concentre sur la circulation de son énergie. Il leur ordonne également de manger les racines une fois qu'il sortira de sa chambre. L'un des frères Yuck regarde l'objet dans sa main avec curiosité. Gignon explique que c'est quelque chose qui les rendra plus forts, mais les avertit de ne pas le perdre à cause de ces objets de valeur. L'un d'eux est étonné d'entendre cela, puis révèle nonchalamment que son père a apporté beaucoup d'élixirs similaires juste pour lui. Gignon soupire, comprenant enfin que tout se résume à l'argent. Après avoir consommé le rudi, Gignon s'assoit les jambes croisées dans sa chambre, méditant et rassemblant de l'énergie pendant les 2 heures suivantes. Le goût est amer, mais il pense que c'est ce qui le rend si semblable aux arts martiaux, douloureux mais gratifiant. Bientôt, il sent la chaleur monter dans son cœur depuis l'élixir, et il est soulagé d'avoir entraîné le vaisseau de ce nouveau corps. Mais soudain, une douleur brûlante éclate dans chaque partie de lui. Il essaie de la supprimer, mais elle devient de plus en plus insupportable. Serrant les dents, il décide de s'y attaquer de front, canalisant son énergie pour la maîtriser. Après plusieurs secondes d'agonie, il pousse finalement un soupir de soulagement alors que la douleur s'estompe et que son cœur commence à se refroidir. Puis il utilise son art de la foudre, un sourire triomphant sur son visage alors qu'il se rend compte qu'il a atteint la 5e phase. En regardant son corps, il remarque qu'il sent l'alcool, grâce à l'alcoolisme de l'ancien propriétaire de son corps. Avec un sourire, il dit au revoir à l'ancien Ginéon. Il est maintenant temps de tenter l'essence d'azurite, ce qui n'est pas un processus facile. La plupart des corps se dispersent comme une coupe de sable dans la fournaise sous son effet, mais il sait qu'il doit l'endurer. L'instant d'après, il sent l'énergie spirituelle de l'essence l'entourer comme pour le tester. Au début, il décide de réprimer sa soif de pouvoir, mais ensuite il change d'avis et pousse contre l'énergie, déterminé à la surpasser et à devenir incroyablement fort. 7 jours passent pendant qu'il reste confiné dans sa chambre à travailler avec l'énergie. Son jeune frère Ringard s'inquiète pour lui. Il est arrêté par un frère Yuck qui lui rappelle que leur maître interdit strictement à quiconque d'entrer dans la pièce. Avant que le frère Ringard ne puisse dire quoi que ce soit, une grande explosion éclate dans sa chambre, et il se tient là comme un fantôme, les yeux brillants d'un éclair violet. Les frères Yuck sont stupéfaits par la scène, mais Ua, le plus intelligent d'entre eux, la reconnaît immédiatement comme la fameuse déviation d'énergie par la puanteur dans l'air. Il se précipite vers lui alors qu'il s'effondre sur le sol. Les frères Yuck essaient désespérément de le réveiller. Uayan, inquiet et effrayé, s'approche de son frère aîné qui lève la tête avec la même expression intense. Gignon se lève et regarde son frère. Son expression le fait apparaître comme un fantôme vengeur. Il commence à marcher devant. Lorsque son frère du milieu lui demande où il va, il répond qu'il a besoin de se rafraîchir un peu et les avertit de ne pas le suivre, laissant un Uayan très perplexe se demandant ce qu'il voulait dire. Il saute de bâtiment en bâtiment à toute vitesse, essayant de s'éloigner non seulement de sa maison, mais aussi de sa rue. La puissance qui jaillit à l'intérieur de lui, grâce à l'essence d'azurite qu'il consomme, le rend presque incontrôlable. Le corps de Gignon n'est pas assez fort pour supporter la puissance de l'essence, qui devient impossible à contenir pour le roi des poings. Il s'enfuit donc des zones habitées pour protéger les gens de lui-même. Après un certain temps, il est loin et s'arrête dans un endroit désert. La puissance est toujours incontrôlable. Se souvenant du coup de couteau qu'il a enduré dans sa vie passée, il décide de libérer l'énergie de son corps. Il libère l'énergie dans une puissante explosion visible de loin car elle jaillit du sol. La pluie tombe sur lui alors qu'il se tient là, satisfait de son énergie. Vérifiant le niveau de son art de la foudre blanche à 10 phases, il sourit, réalisant qu'il a atteint la 8e phase grâce à cette énergie. Quand il revient en ville, ses vêtements sont déchirés par l'énergie qu'il a libérée. Remarquant les regards des gens autour de lui, il achète des vêtements. Quand il a demandé le prix au commerçant, l'homme refuse de prendre de l'argent, le reconnaissant comme celui qui a vaincu les groupes tapageurs comme le clan Ouyang et la petite secte de la divinité, effrayant les autres voyous. Il montre ses enfants du doigt en disant qu'ils viennent ici après ça, donc c'est un gage de gratitude de sa part. Les enfants lui offrent également un parapluie, et avec un sourire, il accepte finalement leur gratitude. Dehors, il regarde les visages paisibles des gens autour de lui et réalise que le commerçant avait raison. Il n'a jamais vraiment compris l'impact qu'avait eu son combat sur les autres.
Mais se souvenant des paroles du commerçant et des sourires des gens, il ressent une étrange sensation qu'il aime. Soudain, la paix est brisée par des cris forts. Il regarde devant lui et voit des gens chasser Nyungo. Son ami Caméléon l'accueille immédiatement avec un sourire. En regardant son ennemi, il commente sèchement sa vie bien remplie. Pendant ce temps, au palais de Muyong-chan, l'assemblée de l'empereur tient une réunion. La conversation est menée par le chef du clan Doko, Doko Mayon, qui félicite Nguyen-Bin pour son excellent travail de rassemblement de tous les chefs des groupes de l'assemblée de l'empereur. Nguyen-Bin écarte la gratitude et s'approche du chef du clan Ouyang, Ouyang Xiang, concernant la mort d'Ouyang aux mains de notre héros. Le patriarche Ouyang est assez embarrassé d'entendre cela, surtout quand Nguyen-Bin mentionne qu'Ouyang était un artiste martial professionnel qui avait souvent des problèmes avec le groupe de marchands Yun. Maintenant, le chef de l'assemblée de l'empereur et le chef du clan Nangong se moquent de lui. Ouyang avait également le titre de l'un des artistes martiaux les plus forts, mais il trouve ridicule que quelqu'un comme lui ait été vaincu par un simple membre d'un groupe de marchands. Le chef du clan Ouyang essaie de justifier qu'Ouyang avait déjà été banni du clan, mais il exprime sombrement son intention de donner une leçon à Jinan pour lui faire reconnaître la suprématie de son clan. De l'autre côté, Ardu et son ami égocentrique sont poursuivis par le groupe de l'Alliance des Faucheurs Cramoisis. Ils exigent qu'ils leur remettent Nyungo, qui informe Jinan de ses rois en devenir dans le centre-ville. Nyungo explique que ces gens ont volé les livres qu'il avait pour son entreprise de vente aux enchères. Il interroge ensuite ses anciens amis sur l'état de ses mains. Montrant ses mains meurtries, Nyungo plaisante en disant qu'il peut les entendre. Voyant cela, il se tourne vers les voyous et leur demande de ramener Nyungo une fois que ses mains seront complètement guéries. Tout le monde commence à se moquer de la santé mentale de notre ami, qui leur parle avec désinvolture comme ça. Mais lorsque Jinan ne réagit pas à leur moquerie, il réalise qu'il n'est pas un type ordinaire et qu'il dégage une aura oppressante. Malgré tout, ils sont en colère et décident de le frapper. Un des punks arrête les autres et s'avance. Il demande à Jinan s'il connaît vraiment leur véritable identité. L'instant d'après, il est sur le point de menacer notre ami, mais il n'a pas la chance de finir sa phrase avant qu'un coup sec de Jinan ne l'envoie s'écraser contre un mur au loin. Tout le monde est choqué de voir ça. Impassible face à leurs expressions, Jinan leur dit avec désinvolture de s'en aller, disant qu'il est temps qu'ils mangent quelque chose. Sinon, il pourrait les tuer de faim. Il vaut mieux qu'ils reviennent une autre fois. Il ajoute même que soit lui, soit Mayingo les retrouveront pour leur combat plus tard. Finalement, le gang de la faucheuse écarlate comprend et leur dit au revoir pour le moment. Maintenant, Nyungo a l'audace de lui demander de lui acheter quelque chose, surtout des nouilles. Il mentionne même que lorsque Jinan l'a battu la dernière fois, il a failli mourir parce qu'il était affamé et divague sur l'importance de la nourriture pour son rétablissement. Finalement, Jinan lui dit de se taire, disant qu'il devrait juste lui demander sans en rajouter. Ensuite, ils se rendent chez Jin Pyong pour manger des nouilles. Nyungo est très heureux de prendre un repas complet, mais il remarque alors un changement dans les habitudes alimentaires de son ami, car celui qui mangeait si peu auparavant mange maintenant comme s'il mourait de faim depuis des jours. Il leur fait un petit discours sur le cours naturel du changement, puis commande 4 bols pour ses amis. La conversation se tourne vers les jumeaux Yuk alors que notre garçon informe Nyungo qu'ils vont bien et qu'ils s'entraînent généralement chez lui. Nyungo commente leurs habitudes alimentaires gloutonnes, qui entament considérablement ses dépenses lorsqu'ils sont avec lui. Jinéon lui rappelle nonchalamment qu'il est assez riche. Ses anciens amis rétorquent avec irritation qu'il pille aussi son argent. La conversation change alors que Mingo s'intéresse à la source de la connaissance des arts martiaux de Jinéon. Son ami insiste pour avoir une raison. Mingo répond avec désinvolture qu'il veut vaincre le gang de la faucheuse écarlate, et que les arts martiaux peuvent lui être très utiles. À cet égard, il partage également des informations sur le chef de gang qui a des centaines de subordonnés. Partout où ils se battent, ils sont si nombreux, bien qu'ils s'enfuient si nécessaire. Sur ce, Jinéon propose de l'entraîner personnellement, ce que Mingo accepte immédiatement. Il promet de suivre chaque instruction, ce que Mingo prend au sérieux car il n'est pas surnommé renard venimeux pour rien. L'instant d'après, il surprend son ancien ami avide en lui demandant de s'incliner devant lui. Mingo est assez embarrassé, mais il s'incline quand même. Puis il se relève en se plaignant que Jinéon ferait mieux de lui apprendre quelque chose après ça. L'instant d'après, notre garçon ouvre son parapluie et montre comment faire pivoter son poignet pour un mouvement d'épée. Cela met son ancien ami en colère car il vient de s'incliner tout en se plaignant de la façon dont il allait jeter des ordures sur la porte de son groupe de marchands. Mais l'instant d'après, il est frappé par le même parapluie alors que Jinéon lui demande de le tenir d'une main et de le balancer de la même manière qu'il le montre. Il doit faire ça des centaines de milliers de fois avec le parapluie emprunté avant de revenir le trouver. Nyungo hésite, incertain de pouvoir vraiment répéter cette cascade autant de fois. Tout en le narguant avec son titre, Jinéon lui dit d'abandonner l'apprentissage des arts martiaux s'il ne peut pas le faire. Nyungo reste hésitant même après l'avertissement. Notre ami décide de donner une leçon de réalité à son ancien ami. Il l'attrape par le col et lui rappelle que tuer quelqu'un n'est pas un jeu d'enfant. L'exercice de balancement du parapluie entraînera ses bras afin qu'il puisse tuer des dizaines de membres du gang de la faucheuse écarlate avec une épée en bois. Pourtant, jusqu'à présent,
il n'a fait que s'enfuir en ayant peur d'eux. Puis il dit sans émotion que quelqu'un d'aussi pitoyable que lui pourrait aussi bien mourir. Myung-go répond nerveusement qu'il ne veut pas mourir. Calmement, Jin-young lui demande de choisir s'il veut devenir une personne digne du titre de renard venimeux ou rester comme un rat lâche. Pendant un instant, son ancien ami est resté silencieux. Puis il demande finalement à emprunter le parapluie et s'en va avec. Après avoir payé pour lui et renvoyé son ami, Jin-young réfléchit à ce qu'il a dit et se demande si Myung-go va s'en tenir à l'entraînement ou non. Ses pensées se tournent ensuite vers le gang de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate, et il décide de tenir sa promesse de les traquer. Pendant ce temps, à la base de la Maison de la Passion, le chef est furieux, battant certains de ses subordonnés tandis que d'autres tremblent devant ce qui se passe. Il exige de connaître leur raison d'avoir laissé partir Myung-go. Après avoir tout appris, le chef de gang réfléchit, mais il ne peut pas digérer le fait que le fils d'un groupe de marchands s'oppose à ces voyous du monde souterrain. Un de ses subordonnés explique que Jin-young n'est pas seulement quelqu'un qui prétend être un maître en arts martiaux. Certains disent même qu'il est la personne la plus forte de la région de Yanghua, mais voyant l'expression de son maître, il ne termine pas sa phrase. Le chef ordonne ensuite aux autres de retourner au groupe chargé de les retrouver tous les deux. Il dit sans émotion qu'il veut Myung-go et Jin-young morts. Pendant ce temps, notre garçon en apprend également davantage sur l'alliance de la Faucheuse Écarlate et son chef. Un des frères Yuk l'informe que le gang est connu pour déchirer ses adversaires. Jusqu'à présent, ils ont tué de nombreux chefs importants de différentes sectes, telles que la secte Napio, la secte Horn, et ainsi de suite. Après cela, il absorbe ces petites factions dans la région du Yukon, ce qui rend son groupe encore plus grand. En conséquence, les établissements et les entreprises de la région du Yukon n'ont d'autre choix que de verser de l'argent en guise d'hommage à l'alliance de la Faucheuse Écarlate, quel que soit le type d'entreprise qu'ils dirigent. Ils en veulent à Myung-go à cause de ce même argent d'hommage. Jin-young explique ensuite que le gang a repris la maison de vente aux enchères de son ancien ami. Les Yuk Boys sont d'accord, notant que quelque chose comme ça serait probablement fait par le gang. Après avoir appris tout cela, notre ami réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de retrouver le gang. Sinon, son groupe de marchands sera entraîné dans le pétrin une fois qu'ils auront appris son identité. Alors qu'il se trouve dans le quartier commerçant du Yukon, à l'intérieur de la Maison de la Passion, la madame donne des instructions à ses subordonnés lorsqu'ils entendent soudain un grand cri. Ils se précipitent immédiatement vers la jeune fille. Un des escortes l'informe que la jeune fille est avec le chef de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate, mais il s'inquiète ensuite pour une autre jeune fille qui est toujours à l'intérieur avec le chef. Voyant l'état de la jeune fille, la madame dit à son subordonné de l'escorter jusqu'à sa chambre et de la laisser se reposer pendant qu'elle vérifie la nouvelle invitée. Pendant ce temps, il est demandé au subordonné de ne pas déranger le chef de la Faucheuse Écarlate. Zhang HW s'approche ensuite de sa nouvelle invitée, qui n'est autre que notre garçon. Elle essaie de le flatter, mais il demande directement des informations sur le chef de la Faucheuse Écarlate. Zhang HW demande s'il a un rendez-vous. Il demande même s'il trouvera le chef en haut. Zhang HW hésite, se demandant qui il est, mais admet quand même que le chef est à l'étage. Alors qu'il monte, il lui conseille d'évacuer les autres car il va rencontrer le chef. Voyant que l'autre fille est toujours à l'intérieur, elle essaie de le prévenir de l'immense force du chef. Cependant, notre garçon ne se démonte pas et avance. Devant le groupe du chef, les gardes l'avertissent que c'est une zone interdite, mais il continue. Quand un garde essaie de l'arrêter, il le jette simplement derrière lui comme si de rien n'était. Les autres gardes de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate se préparent à se battre, lui demandant si notre garçon innocent sait même qui ils sont. Ils demandent calmement à nouveau où se trouve leur chef. Il semble que tout le monde autour fasse partie de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate car un grand nombre d'hommes se précipitent vers lui avec l'intention claire de tuer. Jin-young, de son côté, leur dit calmement qu'il a aussi l'intention de les tuer. L'un d'eux s'approche de lui avec une épée, mais il saisit la tête de l'homme et le jette au loin. Un autre voyou se précipite sur lui, mais il esquive l'attaque et le tue avec sa propre arme. Il ouvre ensuite la porte d'une pièce, mais ce n'est pas la bonne. Il se demande à voix haute s'il doit détruire les portes de chaque pièce pour trouver le chef. Sans hésitation, il défonce chaque porte de cet étage, mais le chef n'est dans aucune d'elles. Il en conclut qu'il doit le chercher à l'étage suivant. Après un certain temps, au 5e étage, le chef est assis dans sa chambre lorsque la porte s'ouvre soudainement en fracas. Son subordonné l'informe immédiatement que la personne qui a fait ça n'est autre que le fils du groupe de marchands qu'il recherche. Il semble que le chef remarque aussi le chaos à l'extérieur et demande nonchalamment si notre garçon est là pour payer la dette de son ancien ami. Jin-young, cependant, commente nonchalamment que le chef est à un étage trop élevé. Le chef lui demande s'il a peur de monter plus haut tout en combattant le comité d'accueil de ses subordonnés. Notre garçon avance, lui disant calmement que c'est sa spécialité de réaliser ce genre de cascade. Quand il se retrouve face à face avec le chef, l'homme bruyant ressemble à un géant comparé à lui. Le soi-disant géant remarque la différence de taille et sourit, déclarant que sa spécialité est de regarder les autres de haut. En regardant son expression hautaine, Jin-young sait que c'est le genre typique de voyou du monde souterrain, assez mauvais pour ne pas se sentir coupable de le frapper. C'est exactement pour ça qu'il aime ce genre de punk.
L'instant d'après, il remarque une fille derrière le chef, clairement ensanglantée. Le chef suit son regard et sourit, déclarant avec arrogance qu'il n'a pas pu contrôler sa force. Notre garçon est plus que furieux contre une personne qui n'a pas de conscience et n'en aura probablement jamais. Il a demandé au chef de laisser partir la fille tout en réfléchissant à la façon dont il allait le tuer. Remarquant le feu dans ses yeux, le chef affirme que quiconque vient pour l'achever a le même regard intense, mais à la fin, il les déchire de ses propres mains. Pendant ce temps, les gens à l'extérieur se précipitent pour échapper au danger imminent. L'un des membres crie qu'une personne folle essaie de s'écraser dans la maison de la passion. Il semble que cette personne folle ne soit pas notre garçon, mais son soi-disant ami d'enfance qui balance son parapluie et éloigne tout le monde. Il a finalement balancé le parapluie 2874 fois. Cependant, il est frustré, réalisant qu'il n'a toujours pas terminé la tâche de 100 000 balancements, et il recommence à compter depuis le début. Soudain, il entend une forte explosion derrière lui. Alors qu'il regarde en arrière, ses pensées vagabondent, se demandant si c'est lié à son ami. D'un autre côté, Gignon donne un coup de pied au chef avec une telle force que cela le pousse à l'extérieur du bâtiment, brisant le mur derrière lui. Le chef regarde notre garçon, qui au lieu de rester un spectateur, saute après lui et atterrit gracieusement devant son adversaire. Même battu, le faucheur rouge se relève, prêt à l'affronter alors qu'il prend une arme à son subordonné. Avec toute sa puissance, il lui lance l'arme, mais Gignon esquive en sautant dans les airs. Il essaie à nouveau, mais cette fois Gignon saisit calmement la chaîne alors que la poignée est toujours dans la main du chef. Cela donne également au faucheur rouge la chance d'évaluer la force de notre gars, qui correspond à la sienne. Alors il lâche l'arme et se précipite vers lui afin de l'achever avec sa force de rebond. Il est sûr que Gignon ne pourra pas bloquer cette attaque. En regardant le style, notre garçon perspicace le reconnaît immédiatement comme le marteau météore et la technique du poing. Il observe également que cette personne a dû être formée par un artiste martial traditionnel à en juger par son style de combat propre. Cependant, le chef le sous-estime. Gignon est un roi du poing, et il bloque facilement l'attaque de son adversaire. L'instant d'après, il frappe l'homme fort dans le ventre, provoquant un cri de sa part. En regardant son estomac blessé, le chef reconnaît immédiatement le style entraîné au poing de Gignon et se prépare à lui livrer un combat en bonne et due forme. Ses muscles ondulent d'énergie brute alors qu'il se précipite en avant, prêt à le déchirer. Calme comme toujours, Gignon saisit son coup et le claque au sol sans aucun effort. Le chef ne comprend pas pourquoi il est désavantagé contre cet homme même s'il se bat de toutes ses forces. Maintenant, notre garçon saisit son visage et renvoie au chef sa propre moquerie en lui disant que maintenant c'est lui qui regarde Gignon de haut. Il commence ensuite la deuxième étape de son art de la foudre blanche tout en tenant toujours le visage du chef qui crie maintenant de douleur. À chaque instant qui passe, il augmente l'étape jusqu'au niveau suivant jusqu'à ce qu'il utilise la 5e phase. Les laquais de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate, regardant leur patron se tordre et entendant ses cris, se demandent s'ils devraient intervenir pour l'aider, bien que leur visage montre clairement la peur qui les retient. L'un d'eux reconnaît la technique de l'art de la foudre blanche en 10 étapes. Lorsque Gignon termine, tout le monde est accablé de ne voir que descendre à l'endroit où leur chef se tenait autrefois. Se relevant, il regarde froidement le groupe de la Faucheuse Écarlate et demande qui leur a donné le droit de collecter des impôts et des tributs sur les salaires durement gagnés des personnes faibles. Puis il les défie. S'ils veulent afficher leur force, ils devraient d'abord venir le voir. Il avertit qu'ils connaîtront la même fin que leur patron. Pendant ce temps, l'Alliance de la Faucheuse Écarlate est excitée en pensant que puisqu'il n'est qu'un seul homme, il pourrait de toute façon être capable de le tuer. Puis Mayengo, en le regardant, se demande à voix haute que si le faucheur rouge est mort, ils n'auront peut-être plus besoin de payer de tribut. L'homme à côté de lui commente que Gignon pourrait commencer à exiger de l'argent de tribut à la place, mais Nyungo le nie immédiatement, défendant son ami d'enfance. Il sait que son ami a déjà assez d'argent pour ne jamais s'abaisser à de tels moyens. Puis il recommence à compter les balancements de son parapluie, ce qui incite un passant à commenter ses pitreries, le traitant de fou. À chaque coup, Nyungo balance son parapluie. Il se souvient de l'époque où Ginéon lui a demandé s'il voulait vraiment être un rat ou un renard venimeux comme il le prétendait. Il sait que chaque personne a une étincelle dans son cœur pour faire quelque chose, et il est de sa propre responsabilité de nourrir cette étincelle. Il comprend que son ami veut être forte au point de frôler la folie, mais soudain il s'arrête, regardant son ami combattre les voyous de la Faucheuse Écarlate, et déclare qu'il est le renard venimeux, pas un rat lâche. Après s'être occupé de l'Alliance de la Faucheuse Écarlate, Gignon ne lave même pas le sang de ses vêtements lorsque son frère ringard inquiet se présente à sa porte. Il invente une excuse qu'il était sorti boire un verre. Son frère du milieu est venu chercher des conseils sur une affaire, mais celui qui est inquiet veut des réponses sur le sang. Notre garçon le console tout en expliquant que ce n'est pas le sien, ce que son frère a déjà deviné. Puis Huayan arrive enfin au point qu'il est venu ici parce qu'il veut envoyer quelque chose au groupe de marchands en signe de gratitude pour avoir fourni des élixirs si précieux. Tout d'abord, il veut envoyer quelque chose au groupe de marchands Théo, mais veut savoir combien vaut le médicament qu'ils envoient. À ce moment-là,
Gignon se souvient que ce groupe est celui qui a envoyé l'essence d'azurite et répond que la valeur est si élevée que quelqu'un comme lui ne peut même pas la mesurer. Son frère est déconcerté, incapable de comprendre ce qui pourrait être donné en échange de quelque chose d'aussi précieux. Gignon pense qu'envoyer des biens ou de l'argent n'est pas une bonne idée. À la surprise de son frère, il propose de former une alliance de marchands à la place. Il explique en outre qu'outre les grands noms comme Théo, il existe également des groupes plus petits comme l'établissement West Escort qui n'ont aucune forme de protection officielle. Une alliance comme celle-ci serait un bon moyen de les rembourser en leur offrant une protection. Huayan hésite, estimant que cela semble plus grand que ce qu'ils peuvent gérer. Jin lui conseille de commencer petit. Incluez simplement le groupe de marchands Théo et l'établissement Westwind Escort pour l'instant comme moyen de remboursement. Le frère Intello, déjà occupé à planifier, veut connaître les règles et les frais d'adhésion. Gignon lui dit de ne pas facturer de frais pour le moment et de garder les règles simples. Son frère veut connaître le but de l'alliance. À ce moment-là, il se souvient des paroles du représentant de l'établissement d'escorte qui avait demandé sa protection après avoir chassé 2 organisations de gangsters de cette ville. Il déclare donc que leur but est de protéger la vie des marchands. De plus, il souhaite établir une ligne de communication appropriée afin qu'ils puissent le joindre dans des situations désespérées. Son frère souligne que des conditions peuvent survenir que même les grands groupes comme Tao Merchant Group ne peuvent pas gérer. Par exemple, si quelqu'un du monde souterrain de Zan ou les harcèle, quel type d'action entreprendrait-il? Il déclare fermement qu'il s'occupera personnellement de ces questions, ce qui rend son frère hésitant. Mais il explique que puisque les marchands lui ont donné des médicaments qui l'ont rendu plus fort, il peut en faire autant pour eux en retour. Vient ensuite la question du nom de l'alliance. Hua suggère de l'appeler la Grande Alliance des Marchands, mais il refuse, ne voulant pas que cela ressemble à l'Alliance Crimson Reaper, et la corrige en Association des Grands Marchands. À ce stade, Huayan lui rappelle également que depuis le retour de son frère vaurien, sa charge de travail a augmenté. Il s'excuse, mais Huayan minimise la situation avec un sourire, disant qu'il est préférable pour les marchands de rester occupés. À ce moment-là, l'un de leurs subordonnés arrive en criant qu'un nouveau problème est survenu. Lorsqu'on lui demande, il révèle paniqué que Lord Yang et ses disciples sont venus personnellement. Pendant ce temps, le dit groupe est assis dans le hall principal du groupe de marchands. Lord Yang est toujours furieux de l'humiliation qu'il a subie lors de la réunion de l'association des dirigeants. Il souligne donc à ses disciples que chacun d'eux doit combattre Gignon à tour de rôle parce qu'il veut lui infliger une mort douloureuse. De plus, leur nom de famille ne peut pas être restauré avec une seule victoire. Ils se conforment tous immédiatement. Ensuite, Shine Sobeok demande si ses 2 compagnons vont utiliser des armes puisqu'il va se battre à main nue. Ouyang Mion accepte également d'utiliser ses poings, mais Won n'est pas aussi confiant et a l'intention d'utiliser son épée. Son frère se moque de lui pour cela, mais Won explique que Gignon est quelqu'un qui a vaincu quelqu'un comme Ouyangu, qui avait beaucoup d'expérience à Janu. Mayon, cependant, se moque de cela, croyant qu'Ouyangu n'était pas assez fort. Enfin, il ordonne avec arrogance aux serviteurs de convoquer Gignon en personne, mais à la place, les frères Yuk arrivent et les informent qu'ils doivent se rendre à l'annexe sur invitation de leur maître. Après un certain temps, les invités se tiennent devant notre garçon qui les attend déjà. Il les accueille et les 3 artistes martiaux se présentent. Il est cependant surpris par la présence de Lord Yang qui s'excuse d'être venu à l'improviste, mais avoue qu'il n'a pas pu résister à l'envie de venir témoigner de sa force. Gignon comprend qu'ils sont ici pour un duel et s'enquiert du format spécifique. Lord Yang suggère qu'ils combattent tous ses disciples car ils veulent apprendre de lui tout en énonçant les règles. Quiconque perd connaissance devient immobile ou tombe du ring sera déclaré perdant. Gignon accepte les règles simples et demande à commencer le match. Le premier est Mayan. Lord Yang est assez arrogant quant à la victoire de son fils. Pendant ce temps, Mayan sent qu'il n'est pas confronté à un simple fils de marchand, mais plutôt à un guerrier chevronné de Janu, ce qui lui fait réaliser que la victoire de Jin Yeon sur Ouyangu doit avoir été authentique. Jin Yeon s'enquiert de son arme, mais avant même que Mayan ne puisse terminer sa réponse hautaine, il reçoit un coup de poing violent de Jin Yeon qui l'envoie s'écraser contre le mur du fond. La tasse dans la main de Lord Ouyang s'écrase sous le choc. Jin Yeon lui rappelle calmement qu'il peut dégainer une épée si on lui en donne l'occasion, puis met au défi le prochain adversaire de s'avancer. Ensuite, Won décide de passer à l'étape suivante et demande à Shine de s'occuper de son frère, ce que Shine accepte. Une fois qu'il se tient devant notre garçon, Won est prêt à libérer toute sa puissance et ses techniques, et Jin Yeon veut qu'il le fasse afin d'avoir un bon match. Sur ce, le match commence. Sans perdre de temps, Won dégaine son épée. D'un mouvement rapide, il se précipite vers Ardude, essayant de le frapper, mais Jin Yeon esquive facilement. En même temps, il remarque que Wound est en effet un excellent épéiste. Cependant, Jin Yeon est plus affûté car il commence à faire ses mouvements après avoir soigneusement observé le modèle de l'escrime de Wound tout en esquivant. C'est pourquoi il peut maintenant éviter chaque frappe avec juste ses mains nues. Il est maintenant temps pour Jin Yeon de passer à l'offensive. Il commence par la 5e phase de son art de la foudre et abaisse son niveau d'énergie à la 3e phase. Wound se prépare, essayant de bloquer l'attaque avec un coup d'épée. L'instant d'après, Jin Yeon envoie une attaque de rugissement de foudre directement sur lui,
faisant tomber son adversaire d'un seul coup. Shine n'y croit pas. Mayan suggère qu'il devrait arrêter le duel car si tous les trois sont vaincus, cela apportera encore plus de honte. Cependant, Shine n'est pas disposé à renoncer à l'opportunité de combattre quelqu'un qui n'utilise que ses poings nus, car il s'est lui-même entraîné aux techniques de frappe de paume. Il demande un combat avec notre garçon. En voyant ses poings, Gignon est vraiment excité de combattre quelqu'un avec de réelles compétences. Sur ce, les deux maîtres du poing s'affrontent. L'affrontement continue pendant un certain temps avec Shine frappant et Ginéon esquivant, mais Shine s'agace que Ginéon ne fasse que défendre jusqu'à présent. Déterminé, il décide de déclencher son attaque ultime et de voir comment Ginéon va la bloquer. Il déclenche sa paume écrasante de roue tourbillonnante, créant une petite tornade se dirigeant vers Gignon, qui sourit devant le mouvement impressionnant. Cependant, il remarque qu'il est trop gros. Calmement, il saisit fermement le pied de Shine, le faisant crier de douleur, puis le jette violemment au sol, commentant qu'il a eu un bon duel. Mayan boude parce qu'il ne retire rien de bon de cette défaite. Voyant le visage mécontent de Lord Ouyang, Gignon ne comprend pas la raison derrière cela. Pendant ce temps, Lord Ouyang tremble de colère car il réalise que Gignon est vraiment invaincu et qu'amener une autre personne serait inutile. Le problème est que la fierté de l'association des dirigeants sera brisée, et lui et son clan seront également moqués par cette défaite. Décidant d'une autre tactique, il demande à Gignon d'aller se promener au marché. Il remarque l'environnement paisible là-bas et commente que Gignon doit avoir de nombreux fournisseurs de cet endroit. Sans perdre plus de temps, il offre à Ginéon l'adhésion à l'association des dirigeants. Il explique que Ginéon n'a pas besoin d'inscrire tout son groupe de marchands car il peut se joindre en tant qu'individu, et son groupe de marchands sera toujours protégé. Ginéon est déconcerté par l'offre, sachant que cette association comprend déjà les noms de grands clans. Mais il soulève le problème que l'association des dirigeants est forgée à partir de clans qui ont quitté l'alliance Murom, qui était autrefois composée des 9 grandes sectes. Lord Ouyang le confirme tout en prétendant qu'ils ne sont que des rivaux amicaux de l'alliance Murom. Gignon repense aux informations qu'il a reçues selon lesquelles le clan Ouyang a rejoint l'association que récemment, et veut maintenant redorer son blason après sa défaite. Lord Ouyang confirme également ses soupçons en admettant que son subordonné, Ouyangu, répandait d'étranges rumeurs sur Gignon, ce qui a gravement affecté la réputation du clan, bien qu'il n'ait rien contre lui. C'est pourquoi il veut que Gignon rejoigne l'association dirigeante pour sauver la face. Il pense que c'est sa meilleure chance de montrer à son association que quelqu'un comme Gignon est sous ses ordres. Gignon demande ce qui se passera s'il refuse. Lord Ouyang souligne qu'il ne perdra rien en la rejoignant, et en tant que fils de marchand, il devrait comprendre cela. Gignon rétorque qu'il n'a rien à faire avec un groupe d'arts martiaux ordinaire alors qu'il ne manque pas d'argent. Puis il le renvoie, mettant fin à la conversation. Sur ce, Ouyang devient vraiment furieux et menace de faire massacrer tout son groupe, ce qui arrête momentanément notre garçon. Ouyang l'avertit qu'il a assez de pouvoir pour anéantir tout le groupe de marchands tout en épargnant la vie de Gignon et en faisant de lui un ennemi public. Il demande si Gignon pense vraiment qu'il est assez fort seul pour écraser un clan entier, sans parler de l'association dirigeante. Avant qu'il ne puisse poursuivre sa menace, il reçoit un violent coup de poing de Gignon qui l'avertit qu'il le tuera d'abord, puis anéantira tout son clan ensuite. Il prétend même qu'il rejettera la faute sur le fils aîné d'Ouyang, l'avertissant qu'il vaut mieux qu'Ouyang ne le teste pas. Lord Ouyang a encore l'audace de qualifier ses paroles de plus viles qu'il n'ait jamais entendues et l'accuse d'être un homme sans honte ni retenue. Sur ce, il libère son attaque large du crapaud venimeux, qui est une technique que les spécialistes d'Ouyang sont formés à utiliser contre les chefs des 4 grands clans. Il est convaincu que même avec toute sa puissance, Gignon ne peut pas résister à cette frappe, mais il se fige lorsqu'il réalise que Gignon émet des éclairs qui dévorent son poison. L'instant d'après, Gignon le frappe si fort qu'Ouyang s'écrase contre le mur et s'effondre sur le sol, crachant du sang. Gignon fait remarquer qu'Ouyang est beaucoup plus faible qu'il ne le prétend. Ouyang lui dit de le tuer maintenant, car quel que soit le résultat, Gignon deviendra un ennemi public en faisant cela, et l'association dirigeante le poursuivra également. Quoi qu'il arrive, insiste Ouyang, Gignon perdra définitivement. En entendant cela, Gignon s'approche d'Ouyang, murmurant sombrement qu'il lui fera regretter ses mots pour le reste de sa vie. Après un moment, tout le monde voit Gignon traîner Lord Ouyang par les cheveux. Ils sont choqués par son état, surtout ses fils. Mayan proteste, mais Gignon le fait taire, l'avertissant qu'il subira la même punition que son père. Un autre fils s'inquiète pour la vie de son père, mais Gignon répond qu'il est en vie pour le moment et ordonne à ses subordonnés de préparer une voiture. Le fils aîné d'Ouyang exige de connaître son raisonnement pour avoir fait une telle chose. Gignon répond que leur père avait menacé de massacrer son groupe de marchands et de le faire passer pour le coupable, ce qui laisse tout le monde stupéfait. Puis il annonce qu'il va lui-même signaler l'affaire à l'association dirigeante. Il demande aux gardes d'Ouyang de l'accompagner en tant que témoin. Avant qu'il ne puisse continuer, Shine souligne que l'association dirigeante n'a pas de siège. Il l'informe que les réunions ont généralement lieu au domicile des chefs de clan. De cette façon, il peut se rendre au domaine du clan moyen, qui est le plus proche. Sur ce, il ordonne à ses gardes et aux frères Yug de surveiller le disciple et les fils de Lord Ouyang.
Puis il se tourne vers son frère cadet et lui ordonne de rédiger un rapport à soumettre à l'Alliance Miram concernant l'incident d'aujourd'hui. Il se dirige ensuite vers le domaine de Moyan. Pendant ce temps, dans la voiture, Ouyang est ligoté par des cordes et s'enquiert de leur destination. Gignon lui répond. L'instant d'après, Ouyang demande à son garde de lui apporter de l'eau car il est assoiffé. Le garde hésite, ne sachant pas si notre garçon le permettra. Mais Gignon, d'un autre côté, est étonné que le seigneur d'un clan lui-même demande de l'eau, mais il ne s'y conforme pas. Il réalise que cette personne doit être un assassin. Sur ce, il le brûle avec son éclair. Puis le chauffeur s'enquiert de l'incident, mais Gignon lui dit de continuer. Il se tourne ensuite vers un autre garde et s'enquiert de son association d'assassins. Il explique qu'elle s'appelle le groupe d'assassins or argent car ils sont généralement classés par rang or ou argent, et lui-même est un assassin de rang argent. Gignon demande ensuite alors Ouyang quel est le coût d'embauche de telle personne, mais Ouyang hésite à répondre. Alors notre garçon menace de briser ses parties du corps, ce qui l'oblige à se conformer. Il admet qu'il a payé 800 nians, bien plus cher que leur tarif habituel, mais notre gars souligne que cela ne valait pas sa vie car le chef du groupe d'assassins était censé le tuer après qu'il ait massacré tout le groupe de marchands. Tuer des assassins, explique-t-il, est la façon habituelle pour les clans de couvrir leurs mains sales. Il ajoute que c'est la façon typique dont les clans effacent leurs traces. De cette façon, sa vie ne vaut pas plus de 800 nians, et il conseille à l'assassin de s'entraîner plus dur pour augmenter la valeur de sa vie. Gignon change de ton, disant que quelqu'un qui tue des gens pour de l'argent ne devrait pas du tout être appelé humain, et il applaudit même sarcastiquement le but de la vie de l'assassin. Puis il souligne nonchalamment que leur groupe de 3 assassins compte maintenant un blessé et un mort. Après un moment, ils atteignent le domaine de Moyan. Tout le monde reconnaît leur Ouyang, et ils sont curieux à la fois de la situation et de l'identité de Gignon. Finalement, Moyan Bin, le chef du clan Muyan, arrive et s'enquiert de l'état d'Ouyang. Puis il se tourne vers Gignon et se présente. Gignon se présente également, bien qu'il ne comprenne pas tout à fait car la dernière fois qu'il a vérifié, Moyan Chu était le chef du clan. Bin s'enquiert de la raison pour laquelle le chef du clan Ouyang est traîné par Ginéon comme s'il était un criminel. Ginéon propose de répondre et explique toute la situation. L'un des subordonnés de Bin souligne qu'il s'agit d'une affaire grave, d'autant plus que l'Alliance Murom en sera bientôt informée. Mais Ben l'arrête et s'enquiert du but de Gignan en lui soumettant directement ce problème. Il dit qu'il doute que Gignan comprenne pleinement le danger de l'association dirigeante, il suppose donc que Gignan est venu révéler la vérité à l'avance. Puis notre garçon s'enquiert de sa stratégie pour résoudre ce problème car il pourrait finalement lui incomber. Bin pense que la vraie réponse est d'éliminer le danger, mais le meurtre de quelqu'un comme Ouyang Seng peut facilement dégénérer et faire de tout le clan Ouyang son ennemi tout en le plaçant sous la surveillance de l'Alliance Murium. À ce moment-là, Ouyang commence à crier sur Bin, affirmant que c'est lui qui a causé tout ce chaos, que ses moqueries l'ont poussé à le faire. Puis il le supplie de l'aider, promettant qu'il fera n'importe quoi en retour. Le faisant tomber, Bin déclare qu'Ouyang n'a plus aucune honte. Il ordonne ensuite à ses hommes d'arrêter les assassins tout en les gardant en vie sous surveillance. Ensuite, il s'excuse poliment pour tout le désordre causé par Ouyang, assurant que l'association dirigeante ne soutiendra plus le clan. Puis il invite Gignon à le rejoindre pour un repas, et Gignon accepte. Après un moment, le repas est servi devant eux deux, et Gignon mange à sa faim. Pendant ce temps, Bin ne peut même pas comprendre comment quelqu'un comme Gignon, qui a vaincu le patriarche du clan Ouyan, peut exister. Pour le tester, il demande quelle stratégie Gignon adoptera pour résoudre ce problème car quoi qu'il arrive, il ne peut pas tuer Saillant mais doit le gérer de manière raisonnable. Gignon s'enquiert plutôt de son plan. Bin commence donc à exposer son plan pour envoyer Saillant à l'Alliance Murom, ce qui peut les libérer des actes de Saillant et transférer la responsabilité sur le clan Ouyang. De plus, pour préserver leur position, l'association dirigeante est prête à assumer les dégâts, et il est sûr que les autres chefs de clan seront d'accord. Gignon aime le plan. Puis il demande si l'ancien chef de clan, Moyan Chu, a subi la cérémonie de lavage des mains du bassin doré, qui est une sorte de rituel de retraite. En entendant cela, Bin fait remarquer que Gignan est lent sur les nouvelles du monde de Jianggu parce que son père a disparu depuis 1 an. Il en est déconcerté. Bin explique qu'ils ont envoyé une équipe de recherche des membres de la branche principale, mais n'ont trouvé aucune trace de lui. À ce moment-là, notre gars pense que c'est au même moment qu'il s'est réincarné dans le corps de Gignan. Cela signifie qu'avec lui, Chu est également mort. Il se demande donc si Chu avait de l'hostilité envers la faction démoniaque. Bin répond que la faction démoniaque est restée silencieuse pendant 20 ans, et s'il devait se relever, il l'aurait remarqué. De plus, il doute que la faction démoniaque ait une raison de cibler son père. Sur ce, il se souvient de sa vie passée où il n'avait rien à voir avec la faction mais a été soudainement pris en embuscade et tué. Pour évaluer la situation, il demande jusqu'où le père de Bin irait s'il était pris en embuscade par un certain nombre d'épéistes. Bin répond que son père n'est pas quelqu'un qui peut être vaincu par de simples épéistes. Notre garçon souligne alors, et si ces épéistes avaient des corps à l'épreuve des lames? Cela laisse Bin confus. Se souvenant maintenant de son dernier incident lorsqu'il a essayé d'attaquer ses assassins,
Il se souvient comment ils ont survécu même après avoir été frappés par son énergie de foudre de la 9e phase. Il sait qu'aucun homme ordinaire ne peut endurer même l'énergie de foudre de la 9e phase s'il frappe avec la puissance de son corps actuel. Il ne croit pas que quelqu'un comme eux puisse résister à sa force, il en conclut donc qu'ils doivent avoir des corps à l'épreuve des lames ou quelque chose d'aussi impossible. Si des hommes avec une telle puissance, y compris le sorcier qui contrôlait autrefois son corps, devaient unir leurs forces, il pense que seul quelqu'un au-delà du ciel pourrait faire face à une telle force. Il est donc certain que Bin ne recevra aucune trace de son père ou de la faction démoniaque, mais il ne comprend toujours pas la raison de leur secret ou leur véritable motif en faisant cela. Pendant ce temps, dans un endroit isolé, une femme connue sous le nom de démon céleste s'adresse à un homme appelé le démon de l'épée et l'informe qu'ils ont trouvé le roi de l'épée. Le démon de l'épée ordonne alors à sa faction de se préparer à la chasse au roi de l'épée. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.